Exactement. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette réunion de l'unité fonctionnelle de médecine du sport. Nous allons consacrer plus d'une heure à parler des plasmas riches en plaquettes. Donc, je suis en présence de médecins de toutes spécialités concernés par l'appareil locomoteur et médecins du sport dans la salle, et nous sommes en vidéoconférence avec d'autres médecins et kinésithérapeutes qui peuvent nous rejoindre. Donc, je vais essayer de faire la présentation sur les plasmas riches en plaquettes. Technique que je pratique et que je connais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Oui, puisque j'en ai entendu parler pendant mes études de 2008 à 2011. Et ensuite, depuis 2012, j'en fais dans l'unité fonctionnelle de médecine du sport. Peut-être au début, plutôt pour faire de la recherche, parce qu'on ne savait pas vraiment si ça marchait. Et maintenant, vraiment dans le cadre du soin. Je voulais faire cette revue. Alors, exhaustif est un grand mot, parce que tout faire sur les PRP, à mon avis, c'est impossible. On ne peut pas tout faire, mais en tout cas être assez exhaustif et reprendre les études, plus que mon avis, mais qui va retranscrire en fait, puisque c'est moi qui parle, dans ce que je dis. Et je vais vous parler des PRP et faire quelque chose qu'on pourrait appeler une revue de la littérature de 2021, sachant qu'encore il y a quelques jours est sortie une dernière étude qui n'est pas intégrée dans mon topo sur les PRP et les gonarthroses. Certains remettent en question un peu l'efficacité des PRP, mais ça reste très discuté. Je n'en parlerai pas particulièrement. Alors, les PRP, ou plasma riche en plaquettes, ou platelet rich plasma en anglais. Tu peux appuyer sur la petite barre. Je vais mettre en plein écran. Testons le son. Alors, je vais tester le son. Est-ce que vous nous entendez en visioconférence ? Est-ce que je peux tester mon son ? Ouais. Ah non, attends, c'est là, je crois. C'est la petite flèche. Alors, nous allons tester le son. En visioconférence, vous pouvez... Alors, voilà, on vient de tester les haut-parleurs et les micros. Normalement, tout marche. Donc, normalement, vous nous entendez. Ah, très bien. Parfait. Si vous nous entendez, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Donc, les plasmas riches en plaquettes, ou PRP, sont intéressants dans la cicatrisation tissulaire. On les utilisait déjà en fait en médecine vétérinaire et en ORL depuis de nombreuses années. Le premier à s'y être intéressé, je crois que c'était à Vitoria, le docteur Sanchez en 2005. Du coup, c'est relativement récent en médecine. Mais on sait quand même depuis longtemps que les plaquettes et les facteurs de croissance jouent un rôle central dans les phénomènes de cicatrisation. Parce que c'est un rôle d'activation cellulaire. Voilà. Et ça joue aussi un rôle dans la vascularisation. Les chirurgiens, alors le saignement joue aussi un rôle dans la cicatrisation. Les chirurgiens savent très très bien qu'ils respectent l'hématome fracturé, ils n'enlèvent pas l'hématome en fait dans les traumatismes. Dans les lésions chondrales, ils font les techniques PRIDE ou qui ressemblent à du PRIDE et microfracturing pour faire saigner en fait le sous-chondral et reconstruire le cartilage. Les kinés font des massages transverses profonds qui ont un intérêt théorique prouvé, notamment par le biais de micro-hématomes qu'on pourrait provoquer. Et quelques médecins un peu spécialisés pratiquaient déjà des injections de sang autologue dans les atteintes lésionnelles de l'appareil locomoteur. Et dans le sang autologue, en fait, il y a 1% de plaquettes. Et donc,
depuis dans les années 2000 sont apparues cette technique, les plasmas riches en plaquettes. Le but, c'était d'apporter du coup beaucoup plus de plaquettes et ne pas injecter des globules rouges qui sont néfastes en fait pour les tissus de l'appareil locomoteur. Et le rôle des leucocytes est toujours discuté. Les plaquettes, du coup, bon, très rapidement, c'est issu de mégacaryocytes, ça a une durée de vie de quelques jours. C'est des cellules anucléées et qui ont de multiples substances avec de multiples granules, et notamment dans les granules alpha, il y a des facteurs de croissance, donc VEGF, PDGF, TGF-bêta, IGF-1, HGF, et aussi des cytokines qui agissent sur les phénomènes cicatriciels, angiogenèse, cicatrisation des tissus. On observe aussi, pourquoi j'en parle dès maintenant, des propriétés, des phénomènes antalgiques à court terme, bien trop rapides pour que ça puisse être mis sur le compte de phénomènes cicatriciels. Et on sait qu'en fait, dans les plaquettes, il y a des protéases aussi qui pourraient avoir des propriétés antalgiques et plus ou moins un rôle antimicrobien. Mais quand on fait des PRP, du coup, les phénomènes anti-infectieux sont plutôt mis sur le compte des leucocytes. En pratique, pour attaquer le sujet, comment ça marche? En fait, on fait une prise de sang, on centrifuge. Après centrifugation, il y a une phase superficielle riche en plasma et en plaquettes qu'on extrait de différentes méthodes. Et du coup, le surnageant est plus riche en plaquettes et en facteurs de croissance, moins riche en globules rouges. Et il y a la petite image qui n'apparaît pas. Mais sous échographie, on met l'aiguille, par exemple dans le tendon d'Achille, on injecte au niveau du tissu lésé, ça libère les facteurs de croissance, ça enclenche les phénomènes cicatriciels. Et l'idée, c'est de faire cicatriser les tissus. La centrifugation, il y a des simples centrifugations, des doubles centrifugations, pareil. Les formes, elles peuvent être liquides ou en gel. Par exemple, les chirurgiens utilisent plutôt des formes en gel pour une libération plus progressive. On peut activer ou ne pas activer, sachant qu'en fait, quand on injecte les plaquettes, elles s'activent in situ au contact des fibres de collagène. Ce qui est discuté, c'est la concentration de plaquettes, la concentration de facteurs de croissance qu'il y a dans les plaquettes. On parle maintenant de nombre de plaquettes, ce qui n'est pas plus bête, c'est le volume en fait fois la concentration. Et les leucocytes sont discutés, vous verrez. Il y en a principalement, je pense, en chirurgie orthopédique. Moi, je vous rappelle que je suis médecin rééducateur pour ceux qui ne savent pas qui je suis. Je ne me suis pas présenté au début d'ailleurs. Du coup, j'ai une activité d'injection de plasma riche en plaquettes non chirurgicales. Et je pense que c'est plutôt les chirurgiens qui les utilisent à visée anti-infectieux. Il semble ressortir, on en parlera, que ça peut augmenter peut-être les phénomènes inflammatoires. C'est discutable, les globules blancs. Alors, il y a de multiples, on pourrait presque dire tous les PRP sont différents. Vu qu'on extrait le sang du patient, en effet, on peut dire que chaque composition sanguine des patients est différente. Et il y a énormément de techniques. Donc maintenant, il y a multinationales et des techniques qui se répètent avec des centrifugations relativement similaires. Mais en tout cas, il y a de nombreuses différences. En fonction, ça dépend déjà du volume, ensuite de la durée de centrifugation, du nombre de centrifugations, de la vitesse de centrifugation. Même en fait, dans la centrifugeuse, on peut parler aussi du bras de levier, etc. Et on extrait des PRP qui sont différents, qui varient du coup en fonction du volume de PRP, de la concentration en plaquettes, du nombre de plaquettes, de la concentration en globules rouges, qui est censée être la plus petite possible, et aussi la concentration en globules blancs. Et du coup, on parle de plasma riche en plaquettes et riche en leucocytes, et ou pauvre en leucocytes. Donc, si je parle un peu vite dans le topo, là où LL, PRP, c'est low leucocyte, c'est faible en leucocyte, PRP. Et RL, ah oui, HL, PRP, c'est riche en leucocytes.
Voilà, voilà. Donc, ça varie énormément. Comme vous verrez, moi, j'utilise Artrex. Les risques sont très faibles. Et c'est pour ça que ça a été beaucoup utilisé. Même franchement, ça a été extrêmement utilisé sans même qu'il y ait d'études d'efficacité. Parce que c'était un peu la pub il y a plusieurs années, et ça doit être encore le cas. On l'utilise en disant on ne risque pas grand-chose, il paraît que ça marche, et du coup, on le fait. En médecine du sport, il y a beaucoup de demandes. Du coup, il y a une pratique quand même extrêmement discutable dans ce domaine. Mais c'est vrai que les risques sont faibles. Il y a peu de risques infectieux. Ici, il y a un risque infectieux, bon, mais comme toute injection ou infiltration. Un risque cancérigène, puisqu'on injecte des facteurs de croissance, mais ça n'a jamais été vraiment démontré. Mais on va bien sûr éviter d'injecter proche d'un cancer, notamment évolutif. Voilà. Il y a quelques réactions inflammatoires exubérantes qui ont été rapportées, qui durent quelques semaines, mais qui ont été calmées par des anti-inflammatoires. Voilà. L'intérêt, c'est quoi? C'est que c'est biocompatible, il n'y a pas de risque d'incompatibilité, ni de transmission de maladies par voie sanguine. Le prix est relativement abordable, surtout si on compare à la chirurgie, parce qu'on le fait parfois dans des atteintes de l'appareil locomoteur chroniques qui pourraient requérir de la chirurgie. Quand on compare à ça, c'est sûr que c'est moins risqué et c'est moins cher. La préparation est relativement facile et c'est peu invasif. Les contre-indications, la dysfonction plaquettaire ou thrombocytopénie, il faudrait se pencher sur le sujet. Les troubles de la coagulation, ça va être un peu les mêmes choses. Du coup, on considère que les plaquettes vont agir de manière un peu différente. Les tumeurs évolutives, quand même, alors là, il y en a qui ont pu injecter sur des tumeurs ailleurs, etc. Mais vraiment, en tout cas, il faut y penser énormément, voire on peut dire que c'est une contre-indication. Les femmes enceintes, ça va être toujours les mêmes problèmes. Et on va vous dire que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en fait, empêchent l'action des PRP, ça bloque le mécanisme d'action. Bon, grosso modo, on dit pas d'anti-inflammatoire au moins une semaine avant et 2 semaines après l'injection. Moi, pour être très très large, je dis même 2 semaines avant, 6 semaines après. Les anesthésiques locaux aussi empêchent l'action des PRP. Donc, alors, il y a quelques personnes qui injectent en mettant l'anesthésique local en disant que l'anesthésique ne va pas être au contact des PRP. Ça peut se discuter. Mais clairement, moi, j'injecte sans anesthésique local parce que du coup, j'aimerais qu'on me montre la preuve que l'anesthésique local ne touche pas ou n'interfère même pas avec le processus de cicatrisation des PRP. Quand même, il n'y a pas que… Voilà. Les corticostéroïdes également empêchent l'action des PRP. Pareil, par voie locale et par voie générale, il faut discuter des choses. Le consensus des médecins français disent, par exemple, quand on fait une infiltration de corticoïdes, on ne met pas de PRP dans le mois qui suit. Pour être très très large, vu que l'efficacité clinique peut durer jusqu'à 3 mois, moi, j'attends 3 mois après l'injection de corticoïdes pour faire des PRP. On a le droit de faire des PRP parce que la loi bioéthique nous permet de prélever et d'administrer des tissus dans le même temps thérapeutique. Ce n'est pas une méthode interdite par l'Agence mondiale antidopage, donc ce n'est pas considéré comme du dopage, parce qu'il n'y a pas d'augmentation tout simplement des performances en fait quand on injecte du PRP si on n'est pas blessé. Alors, quel PRP il faut mettre? Globalement, en 2017, il y a 2 articles extrêmement intéressants avec lesquels je suis totalement d'accord et qui nous donnent, si vous voulez, la recette un peu optimale des PRP. Voilà. Pour la gonarthrose, qui est une indication la plus fréquente, on considère qu'une simple centrifugation, en effet, apparaît efficace. Il considère qu'il faut plutôt ne pas mettre de globules blancs et surtout pas de globules rouges, ça, c'est pas discuté. Parce que les globules blancs ne provoqueraient pas d'amélioration supérieure et engendreraient des phénomènes douloureux et inflammatoires un peu supérieurs, donc un peu plus d'effets indésirables et pas de plus grande efficacité. Et on fait une injection de, c'est sûr, 2, peut-être que c'est plus efficace, voire 3, pas vraiment plus, qu'on espace de 2 ou 3 semaines. Encore une fois, c'est des choses qui étaient extrêmement discutées sur un an. Voilà. Et les plaquettes, on aime bien avoir
2 à 5 fois le taux qu'il y a dans le sang. C'est pas plus on en met, plus ça marche, ce qu'on disait à une certaine époque. On pense que plus de 5 fois le taux de plaquettes dans le sang, ce n'est pas spécialement mieux, c'est même moins bien. Donc voilà, concentration plaquettaire 3 à 4 fois celle du sang. Globules rouges, globules. Ah, et alors, pareil, ça c'était en 2017. En 2015, pardon, pour les tendinopathies, article de 2015, on a un peu la même chose. Concentration 3 à 4 fois celle du sang. Globules rouges, globules blancs à éviter. C'est toujours pareil, c'est dans les indications non chirurgicales. Encore une fois, je ne suis pas chirurgien. Il y a toute une littérature sur les administrations de PRP sur la technique chirurgicale. Et globalement, je me sens moins concerné par ce type d'approche. Et il ne faudrait pas déborder, même si on peut penser que ça doit être un peu pareil. Ce n'est pas sûr non plus. Globalement, si les chirurgiens me disent, en faisant une bonne revue de la littérature, qu'on privilégie les globules blancs, je n'ai pas franchement d'avis là-dessus. Je ne suis pas un expert de la question. Et ces articles non plus parlent des techniques non chirurgicales. Après, la centrifugation, l'anticoagulation, bon, ils en parlent. Ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment en faire ou qui vont acheter le produit. Je vous invite vraiment à lire ce type d'article. Bon, là, dans le cadre du cours, je regarde s'il y a des grosses choses. Bien sûr, on ne prend pas d'INS aux alentours de l'injection. Bon, les autres médicaments qui sont néfastes pour les tendons, bah, on ne va pas les administrer de manière concomitante, on va les éviter. Les anthésopathies, c'est une vaste question. Quand c'est plutôt le corps du tendon qui est touché, ça peut marcher. Si au niveau de l'anthèse, c'est plutôt l'os, bah, ça va plutôt pas marcher. On le fait sous échographie parce que, bon, on en discutait encore, mais globalement, si on ne le fait pas sous écho, on ne va pas être à l'endroit où on veut. On pense tous que c'est inefficace. Je crois qu'on peut dire que ne pas injecter sous échographie des PRP est vraiment une mauvaise pratique. Ça peut se discuter chez certains experts dans certains cas très très précis, peut-être qu'on va voir là d'ailleurs. Et sans anesthésique locale, je le dis et je le répète, et je pense que ce n'est pas assez su, les anesthésiques locales, et là j'ai ressorti les études qui le montrent extrêmement bien, empêchent l'action des PRP. Ça n'empêche pas de nombreux centres de le faire sous anesthésie locale et de nombreuses études publiées sous anesthésie locale sans même en parler, alors que, je le répète, ça inhibe totalement l'action des PRP. Comme on ne fait pas d'anesthésique locale, ou alors les défenseurs, pour les soutenir des anesthésiques locales, disent qu'on le met à côté et du coup, ça ne joue pas dessus. Mais ça, et plus l'aiguille est petite, moins on fait mal. Pour les tendinopathies, le protocole de travail excentrique est synergique aux injections de PRP, donc on les associe. Les patients jeunes sont de meilleurs pronostics. Bon. Mais de toute façon, pour les injections de PRP, pour la plupart des traitements et pour les soins de la maladie, donc là, il y a un gros débat. On peut évaluer à 3 mois. Et à 3 mois, si ça ne marche pas, on peut faire une deuxième injection, ce que je fais, voire une troisième. En tout cas, 2 injections très rapprochées, 2 à 1 semaine d'intervalle ou à 2 semaines d'intervalle, ce qui se faisait à l'époque, ou ce qui peut encore se faire, n'ont pas montré d'intérêt. Bon, globalement, comme ça, le schéma est à peu près plié, je suis d'accord avec ça. Voilà, voilà. Mais tout se discute encore. Ce que je viens de dire, c'est peut-être un consensus scientifique. Je pense que les experts sont d'accord avec ça. Il y a encore des gens qui pourront défendre le contraire. Alors, on va aborder organe par organe maintenant. On commence par le plus facile, le moins étudié et le moins fréquent. Les ligaments, ça va aller vite. Alors, encore une fois, les chirurgiens, des fois, l'utilisent dans les chirurgies du ligament croisé. Je ne me suis pas spécialement intéressé à la question. Grosso modo, comme ça, ce n'est pas magique. Mais bon, certains chirurgiens pourront l'utiliser en pensant que ça peut favoriser la cicatrisation et libre choix aux chirurgiens de l'utiliser. Sur les études animales, du coup, le PRP améliore les propriétés mécaniques ligamentaires. Alors, sur les ligaments croisés médial du genou, il n'y a quasiment aucune étude. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, alors d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu le boom des PRP, c'est que Super Bowl, je crois, c'est la compétition la plus regardée au monde. Et 2 semaines avant le Super Bowl, ou la finale du Super Bowl, ils ont eu une injection de PRP sur une entorse du ligament collatéral médial. Ils ont gagné. On a dit donc ça marche. Enfin, c'est limite, on injecte, donc on gagne la finale du Super Bowl. Et après, les soignants ont injecté les PRP. Bon.
Et globalement, voilà. Il y a quand même pas mal de retours d'expérience de gens, mais du coup, à prendre bien sûr avec des pincettes, où on pense qu'on injecte et après, ils vont mieux. Ou ils pensent que ça va plus vite que si on n'avait pas injecté. Bon, ils pensent et ils le disent. Pour les ligaments collatéraux médial de coude, on n'en voit pas beaucoup, nous, en Europe. On en voit un peu dans les sports de combat, mais on en voit beaucoup aux États-Unis qui publient parce qu'ils ont le baseball et le foot américain et du coup, ils se font des entorses du ligament collatéral médial de coude. Du coup, ils en voient beaucoup. C'est pareil, études non comparatives, et puis ils ont l'air de dire que ça marche bien. Là, ils ont fait une étude comparative sur quand même plusieurs centaines de patients. Je crois que c'était même multicentrique. Et du coup, il y avait une reprise du sport. Ah oui, d'ailleurs, plus précoce dans le groupe sans PRP. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Bon, il n'y avait pas de corrélation entre le grade lésion et l'IRM à l'occasion du retour au sport. Ça n'a pas vraiment amélioré les choses. Bon, globalement, on n'a rien d'incroyable. On a juste que théoriquement, ça peut être intéressant, mais on en est là. Très, très peu d'études. Encore une fois, de trucs discutables et en tout cas, pas de grosses choses. Sur les ménisques encore, alors du coup, on aimerait bien mettre des PRP pour les faire cicatriser parce que du coup, in vitro, ça marche. Ça fait cicatriser le ménisque. Il y a très, très peu d'études. Donc, une étude, mais 17 versus 17, avec, c'est pareil, 5 versus 0, mais sur 2 fois 17 patients, de cicatrisation à l'IRM à 1 an. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors ça, deuxième étude, 2020, mais parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose non plus, hein. Des adolescents qui ont une lésion méniscale traumatique de grade 2, parce que l'auteur pense que ce qu'il appelle dégénérescence mucoïde, il fait de la rééduque. Quand ça atteint la surface ménicale, il envoie tout de suite au chirurgien, c'était entre les deux. Et du coup, il voit quand même qu'à 3 mois, la douleur passe de 7 à 2, ce qu'il considère comme bien meilleur que l'évolution naturelle de la maladie. Du coup, on en est là, pourquoi pas, mais il faut peut-être faire des études pour identifier les meilleures indications, et certains centres spécialisés en font quand même. Voilà pour les ménisques et voilà pour les ligaments. En gros, on a fait le tour, il n'y a quasiment rien. Voilà. Donc, faire de la recherche. Pour le cartilage, alors, le plus étudié, clairement, c'est la gonarthrose. Il y a plein d'études. Bon, vu qu'elles y sont toutes, c'est vrai qu'on peut passer un peu rapidement. Je vais vous donner les méta-analyses. Et je peux tout de suite introduire le sujet par le fait qu'il y a quelques semaines, il y a l'étude Restore qui est parue dans le JAMA, je crois, qui étude comparative, je pense, dans les gonarthroses, qui compare le PRP à un groupe contrôle. Je crois qu'il y a le sérum Phi. Mais le critère principal d'évaluation, c'était le volume cartilagineux. Et du coup, il n'y a pas d'efficacité sur le volume cartilagineux des injections de PRP à 2 mois et à 12 mois. Mais globalement, on s'en fiche complètement. Enfin, moi, je m'en fiche complètement. C'est personnel, voilà. Je prends ma responsabilité. Parce que je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre le volume cartilagineux et l'arthrose. Le volume cartilagineux n'est pas corrélé à la symptomatologie. On savait déjà, enfin, on ne cherchait pas à ce que le PRP reconstruise le cartilage. Peut-être il y a 10 ans, on s'y attendait, mais plus maintenant. Et c'est le critère principal. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, c'est peut-être un peu à la mode en ce moment, mais on est en train d'en parler. On est en train de dire l'étude Restore remet en question l'intérêt des PRP dans les gonarthroses. Parce que là, mon topo, je vais vous dire que globalement, il y a des études très très bonnes, bien conduites, qui montrent que ça marche. Encore une fois, la science va avancer. Il va peut-être falloir, notamment avec cette étude, remettre les choses en question. Mais le critère principal d'évaluation, c'était ça. Le critère secondaire, c'était l'EVA. En effet, l'EVA chez les géants qui ont bénéficié du PRP n'est pas supérieur au sérum Phi. Enfin, n'est pas statistiquement significativement supérieur. Je crois qu'il y a un petit P à 0,17. Ça veut dire que dans 17% des cas, l'amélioration est due au hasard. Et cliniquement, ce n'est pas trop significatif. On a une EVA qui s'améliore de 2,5 versus 1,5. Donc, il n'y a pas grand-chose au niveau de la douleur en tout cas. Bon. Et après, franchement, je n'ai pas l'article complet, donc je n'ai pas lu dans les détails. Je ne connais pas le PRP qui est fait, les sous-populations, etc., ce qui est discuté aussi. Bon. Donc, il y a une étude très récente dont on parle, qui est plutôt pas en faveur des PRP, si vous voulez, que je n'ai pas intégré dans le topo. Voilà, maintenant je fais mon topo parce que vous voulez voir, c'est plutôt en faveur quand même.
C'était l'objet de l'étude de montrer l'efficacité du PRP ou de Ouais. montrer juste le volume? Il conclut sur quoi finalement? Ah bah, il y a des critères principaux d'évaluation et des critères secondaires. Le critère principal, c'est le volume cartilagineux à l'IRM. Ils choisissent le nombre de patients Ouais. et ils choisissent à partir de quand est-ce qu'ils peuvent dépister un volume un peu différent. Ils choisissent le petit P et c'est comme ça qu'ils conduisent l'étude. Après, ils font des critères secondaires d'évaluation et ils regardent si on retombe dessus, mais le critère principal, c'est bien le volume à l'IRM. Peut-être qu'ils ne concluent pas sur l'efficacité du PRP, mais juste dire bon, bah, ça augmente pas le volume, ok. Mais, Ouais, mais le critère secondaire, c'était le VA et ça ne ressort pas de manière statistiquement significative. Et après, du coup, alors, bon, on a ça sur les données. Il faut reprendre les données. Et après, c'est l'auteur qui dit ce qu'il veut dans la discussion. Il peut dire j'aime pas le PRP, c'était trop blanc, c'était trop rouge. Bon, bah, on va lui dire ça n'a pas d'intérêt, on ne va pas vous publier. Mais là, ce qu'il dit, l'auteur, il y a quand même un côté de relecture après, hein. Il dit que globalement, il n'y a pas de réel intérêt d'injecter des PRP dans les gonarthroses. Et du coup, il le met dans la discussion, il le met un peu dans la conclusion. C'est lui qui écrit, hein, il écrit ce qu'il veut. Après, il y a d'autres justement d'auteurs et dans les éditoriales, les machins, les bidules et tout, qui remettent leur avis, c'est comme tout. Ils disent ah ouais, bah alors moi j'ai bien lu l'étude, j'ai bien fait ça, mais il a fait tel sous-groupe, il a fait tel machin, tel bidule. Et du coup, les gens parlent des données. Ouais. Alors, si on parle de gonarthrose, il faut parler au tout début peut-être d'acide hyaluronique justement, parce que ça va être un peu bon dans les gonarthroses. En gros, l'arthrose, du coup, c'est une maladie de l'articulation avec des cellules, on va dire, qui sont un peu malades, qui fabriquent du liquide synovial qui n'est pas de très bonne qualité. Dans le liquide synovial, justement, il y a de l'acide hyaluronique et des protéoglycanes. Et depuis maintenant les années 70, je pense, on injecte de l'acide hyaluronique. Les acides hyaluroniques sont séparés en fonction de leur poids moléculaire. Alors, l'acide hyaluronique, c'était synonyme de viscosupplémentation. Maintenant, on parle plutôt de visco-induction parce qu'en fait, on sait que l'acide hyaluronique ne reste pas trop dans l'articulation et après, il est réabsorbé par la membrane synoviale qui va sécréter du bon acide hyaluronique. Du coup, en gros, les très gros poids moléculaires restent 6 semaines et sont moins bien réabsorbés par la membrane synoviale. Les petits poids moléculaires sont très réabsorbés. Et par exemple, je crois le Yalgan, ça reste que 2 jours dans l'articulation. Mais après, on refait du bon acide hyaluronique. Du coup, on les sépare en poids moléculaires et on les sépare en artificiel ou pas. Alors, ça vient soit des entreprises pharmaceutiques qui fabriquent, en fait, soit des crêpes de coque. Du coup, on les injecte dans le genou. Et du coup, l'acide hyaluronique a un rôle d'élasticité et de viscosité. Donc, on dit aux patients, ça fait un peu du gel quand vous ne bougez pas et ça fait un peu d'huile quand vous bougez. Comme ça, il comprend bien. Et en effet, c'est relativement bénéfique. Au niveau clinique, ça nous donne quoi? Il y a quand même beaucoup d'études depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a même beaucoup de revues de la littérature. Donc, je ne suis pas allé rechercher dans toutes les études. Vous en ferez vos idées. C'est plus remboursé depuis 2017. Donc, le système de santé nous dit que le bénéfice clinique est trop peu important pour le faire rembourser. C'est des mesures politico-économiques. En pratique, quand on regarde des méta-analyses, en vert, si vous voulez, c'est celles qui sont en faveur de l'acide hyaluronique. En rouge, qui ne sont pas trop en faveur. Mais globalement, je pense, en tout cas dans mon milieu d'appareil locomoteur, l'acide hyaluronique, ça diminue à peu près par 2 les douleurs pendant 1 an et ça améliore les fonctions aussi pendant 1 an. Il est toujours un peu discutable sur peut-être les arthroses avancées et les chondropathies fémoro-patellaires. Peut-être ça marche moins bien. On n'a jamais pu élucider les choses parce qu'il faudrait faire d'excellentes études et c'est difficile de comparer les choses. Et ça améliore sur 1 mois avec le protocole à 1 mois, 3 alors, les protocoles d'injection d'acide hyaluronique, c'est 3 injections à 1 semaine d'intervalle, sauf pour 2 produits qui sont le Synvisco et le Synovial One maintenant, qui ont eu des études de non-infériorité au moins. Et du coup, on fait une seule injection. Et là, quand on injecte, il ne faut pas que le genou soit gonflé. Du coup, s'il est gonflé, on peut mettre des corticoïdes pour faire dégonfler. Ou alors, on fait dégonfler d'une autre manière par du repos ou des anti-inflammatoires où il ne faut pas que ce soit gonflé. Sinon, ça ne marche pas bien. Les corticoïdes n'empêchent pas l'action de l'acide hyaluronique. Et après, il y a un épuisement thérapeutique, c'est-à-dire que peut-être d'abord, ça va marcher 2 ans, puis 1 an et demi, puis 1 an, puis 6 mois. Et après, ça ne marche plus.
Et c'est pour ça que si on discute après, est-ce qu'on fait d'abord des PRP ou d'abord de l'acide hyaluronique, comme beaucoup de gens, on fait facilement de l'acide hyaluronique. Ça se prescrit facilement à la pharmacie. Il y a un accès qui est relativement facile. Même si maintenant il y a un prix, mais les PRP ont souvent aussi un prix qui n'est pas moindre. On a du recul en médecine. On sait ce qu'il en est. C'est à peu près tous les mêmes. Enfin, en gros, le synovial, c'est du synovial partout dans le monde. En général, on commence par l'acide hyaluronique et quand ça ne marche plus, on fait des PRP. On l'a fait de manière historique. On va voir grosso modo, je peux vous vendre la mèche avant, les PRP sont aussi efficaces. C'est difficile de dire l'un est plus efficace que l'autre. Du coup, se pose la question par quoi on commence. On n'a pas la réponse. Moi, par exemple, ce que je fais, je mets d'abord l'acide hyaluronique et quand ça ne marche plus, je fais des PRP. Les gens font comme moi, mais c'est discutable. Les PRP acide hyaluronique sont théoriquement synergiques. Pourquoi pas faire les deux? Pourquoi pas? Ça ne ressort pas incroyablement dans les études que c'est plus bénéfique d'un point de vue clinique. Du coup, personne ne dit qu'il faut faire les deux en même temps parce que si on ne fait pas les deux, ça ne marche pas bien. Mais en gros, si on fait l'un, ça ne marche pas et après on fait l'autre. En gros, on fait l'acide hyaluronique et 3 mois après, on fait des PRP. Bon, enfin, en gros… Ça peut permettre de gagner combien d'années avant de mettre une prothèse? On peut vraiment se passer de la prothèse? Alors après, c'est pareil, ça va être des moyennes sur des sous-groupes. Moi qui suis médecin du sport, j'ai 0,0001% de mes patients qui vont avoir une prothèse. Du coup, on ne recule pas la prothèse, ils l'auront à 400 ans, ils seront morts avant. Parce que souvent, on m'avait dit qu'on mettait de l'acide hyaluronique pour essayer de reculer le plus tard possible le jour où les gens ont une prothèse, mais c'est pas ça qui va tout résoudre. C'est ce qu'on m'avait dit. Oui, alors en fait, quand tu as une personne âgée qui a de l'arthrose, etc., vraiment le meilleur truc, c'est on regarde le poids s'il est en surpoids et on prend du muscle. Et là, on peut résoudre les choses. Mais non, ouais. Enfin, alors, si le professionnel de santé est bon. Ah ben ouais, pourquoi? Ah ben ouais. C'est leur faute ou c'est ta faute? Ah ben, j'en sais rien. C'est la faute à tout le monde et à personne. Enfin, en tout cas, par contre, c'est le meilleur traitement. Après, bon, à court terme, les INS, à court terme, les corticoïdes. Et après, clairement, on croit que avant, vu qu'on se fie toujours à l'imagerie, parce qu'on se fie à l'imagerie, parce que ça a l'air d'être simple et objectif, on dit que les arthroses sévères ne répondent pas à l'acide hyaluronique. On dit pareil pour les PRP. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'âge non plus, même si c'est corrélé. À notre avis en médecine du sport, c'est dû à l'activité physique et sportive. Donc, une arthrose extrêmement sévère chez quelqu'un de sportif, il arrive depuis 1 an et demi. Alors, il y a le délai aussi d'évolution. Mais quelqu'un qui boite même depuis 1 an et demi, ça tombe, tu vas lui faire de l'acide hyaluronique. Ça tombe pendant 6 mois, 1 an, il aura plus mal. Il va reprendre une bonne condition physique parce qu'il reprendra du muscle qui s'est déconditionné. Il n'ira jamais à la prothèse. Et du coup, si ce patient, tu l'inclus, en fait, ta moyenne, elle va tomber à je ne sais pas quoi, surtout s'il vit 120 ans. Donc, ça dépend vraiment de tes gens. Donc, en fait, on peut pas… On pourrait définir des sous-catégories, mais même la sous-catégorie de patients obèses, déconditionnés, qui ne va pas faire de rééducation. En gros, l'acide hyaluronique et le PRP ne servent à rien. À rien. Tu injectes, on n'est pas du tout sûr que ça marche. Ouais. Du coup, ce n'est pas du tout sûr que ça recule la prothèse. Mais chez certaines personnes, ça peut carrément enlever l'indication de prothèse. Et les choses sont synergiques et ça peut être bien étudié. Ouais. Et je ne pense pas que la question est… Enfin, tu ne peux pas voir un patient et répondre comme ça. Il faudrait vraiment déjà identifier des sous-groupes de patients, peut-être avec des sous-groupes de… Ouais. Après, il y a la rééducation toujours en plus, mais bon, dans la population, il n'y a pas que des sportifs qui viennent nous voir. Non, il y a vraiment de tout. Ouais. Et donc, oui, ils font leur séance de kiné, et puis après, ils ne s'autonomisent pas, et ils reviennent 2 ans après. Non, donc si tu prends une personne de 60 ans, citadine, qui ne fait pas de sport, qui ne s'est pas spécialement déconditionné, qui est sur la pente un peu descendante, et tu injectes, l'efficacité est discutable. Tu tentes. Après, on peut imaginer un patient qui va répondre. Mais globalement, au bout d'un certain temps, pour l'acide hyaluronique, tu auras vraiment un épuisement thérapeutique. Et pour les PRP, ça se discute aussi. Parce que déjà, les rhumatos ont moins la technique à disposition. C'est plutôt les médecins du sport. On a beaucoup d'étudiants en médecine du sport sur ce type de patientèle. Alors, moi, j'ai des personnes âgées qui viennent me voir maintenant. Mais ça reste toujours à la fin, j'avais vraiment un discours de rééducateur, on les pousse au sport et à la fin,
j'ai des très bons résultats, mais à la fin, je crois qu'ils font du sport, quoi. À la fin, ils sont rééduqués. J'ai pas beaucoup de patients qui se rééduquent pas parce que, comme déjà sur la fiche, il va marqué médecin du sport, je pense que vraiment la personne qui est réticente au sport, peut-être elle franchit déjà pas la porte. Je ne vais pas certainement pas dire que c'est grâce à moi. Mais clairement, je vais te montrer, j'ai dirigé une thèse là-dessus à la fin. Ah ouais, ça marche super bien. Est-ce que c'est dû au... couplé vraiment à l'activité physique. Enfin, toujours, évidemment, mais Ouais. l'effet de la PRP. Et du coup, alors, individualiser ça, c'est impossible. Okay. Tu feras aucune étude qui sera possible. Tu feras une étude qui sera publiée, tu regarderas ce qu'ils font en Angleterre, ce qu'ils font à New York, ce qu'ils font là. Et moi, à La Réunion, je suis à La Réunion, tout change. Il y a vraiment plein de facteurs. Tu peux même t'amuser à dire que génétiquement, c'est différent. Et regarder si la religion a une influence même. Bref. Du coup, je ne peux pas répondre à la question. Ouais, ça peut être. Il n'y aurait pas eu de PRP, il serait allé voir le chirurgien, on lui reposait la prothèse. Ouais. Parce que voilà. Et du coup, tu lui as fait gagner 40 ans, s'il y a 50 ans, il y a 90 ans. Et tu peux avoir rien, aucune efficacité. Ouais. Du coup, on ne peut pas vraiment moyenner les gens. Mais je pense que ces sportifs, tu gagnes beaucoup plus, ces gens qui font du sport, que les autres. Et tu entendras du coup dans la littérature, les vieux ou les arthros sévères, ça répond moins bien. Mais à mon avis, c'est chez les pas sportifs, ça répond moins bien. Okay. Et vraiment, dis à la personne, ta seule chance de guérir, vraiment, c'est de perdre du poids et de faire ça. Sinon, tu vas traîner ton genou toute ta vie. Et on va te poser une prothèse, ça ne va pas être génial. Juste, tu leur dis, tu les informes, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais tu leur dis quand même, tu ne laisses pas tomber à l'avance. Vraiment. Hein. Parce que si toi, tu laisses tomber, eux, ils vont laisser tomber. Si toi, tu n'y crois pas, ils ne vont pas y croire pour toi. Hein. Et si vraiment tu y crois, parce que ce n'est pas compliqué en fait. Mais vraiment, il ne faut pas que les professionnels de santé soient découragés avec la rééducation. Ouais. Bref, ça c'est un. Bon, ouais, c'est pas un autre sujet, c'est un peu le même. Du coup, sur la gonarthrose, in vitro, sur les études animales, ça marche très très bien. Différenciation des cellules angiotémateuses, prolifération de chondroblastes, synthèse de protéoglycanes, collagène par des chondrocytes, production de tissus cartilagineux. C'est pour ça qu'il y a 10-15 ans, on dit cool, il y a des trous dans le cartilage, on va reconstruire le cartilage et ça va marcher. Mais c'est ce qu'on disait en fait il y a 40 ans sur l'acide hyaluronique et en fait, ça n'a rien reconstruit du tout. Donc, ce n'est pas le débat. Le débat, il est clinique. Et ben voilà, de toute façon, il n'y a plus trop de surprises, je vous l'avais dit à l'avance. Revue de la littérature de 2015 qui commence à dater. 2 PRP versus 2 acides hyaluroniques, ça marche au moins aussi bien. Et 3 PRP versus 3 acides hyaluroniques. Ah non, alors du coup, là, c'est 1 mois après l'injection, 3 mois, 6 mois, 12 mois après l'injection. Donc, en faveur des PRP, les méta-analyses. 2021, mars. Alors du coup, voilà, je ne suis pas à jour de décembre, mais PRP versus acide hyaluronique, méta-analyse sur alors PRP versus acide hyaluronique en faveur des PRP. Alors c'est douleur en haut, fonction en bas, je crois. B, fonction. Du coup, sur la douleur, en faveur des PRP versus corticoïdes et versus sérum phi en faveur des PRP. Sur la fonction, pareil. Donc les PRP sont plus efficaces que l'acide hyaluronique, les corticoïdes et le sérum phi. Voilà. Et pas vraiment en faveur des globules blancs. Plutôt pas de globules blancs. Bon, globalement, on a fait le tour. Alors après, il y a eu plein d'études au début, mais du coup, qui n'ont plus trop d'intérêt, où on voyait dans des études non contrôlées une amélioration. Bah, si c'était pour voir un peu le taux d'amélioration auquel on peut s'attendre. Bon, mais maintenant, j'ai même mes patients ici, j'ai vu ce que ça donnait chez mes patients. Mais un score de WOMAC, du coup, on le voit à 3 mois, à 6 mois et qui perdure à 12 mois globalement. Une amélioration franche, cliniquement significative de la douleur et de la fonction. Ce n'est pas des petits chiffres. Voilà. Par exemple, le WOMAC, là, qui passe de 25 à 11 et puis qui a l'air de perdurer pendant 1 an. Quoi. En tout cas, c'est plusieurs mois. Ce n'est pas quelques semaines. Ce n'est pas comme les corticoïdes où au bout de 3 mois, c'est plus efficace. Et on n'a pas d'études après 12 mois. Alors là, ils avaient fait justement 5 injections de PRP, non 9, pardon, 6 en 6 semaines et 3 tous les 3 mois pour voir si ça augmentait l'épaisseur cartilagineuse. Ça n'augmentait pas l'épaisseur cartilagineuse. Donc en gros, ça ne reconstruit pas le cartilage. Et ça, 2013. Après, est-ce que cliniquement, ça s'améliorait? Ils ont fait plein de scores fonctionnels et de douleur et ça s'améliorait. Bon, ça c'était globules blancs ou pas et amélioration des douleurs, ça a l'air de marcher. 1 versus 2 versus 3,
Bon, bah, globalement, maintenant, c'est un peu plié. On n'aime pas trop les leucocytes, hein. Il y a plus de gonflement, plus de douleur. J'ai ressorti les études. Comme ça, vous pourrez les reprendre si ça vous intéresse dans les diapos. Là, les diapos ne sortent pas, mais un PRP versus 2 PRP ou versus 3 PRP, sur cette étude, il n'y avait pas de différence. Du coup, on en a fait. Au début, on en faisait 3 pour copier à l'acide hyaluronique et pour pouvoir comparer. En fait, par habitude au niveau clinique et par possibilité de comparaison dans la recherche. Du coup, on en faisait 3, 1 ou 2 semaines d'intervalle comme l'acide hyaluronique. Et après, on a fait un petit peu d'études en 2013, c'était sûrement la première, versus 2 versus 1. Il y a très peu d'études avec une seule, mais globalement, il n'y avait pas de moindre efficacité avec une seule. Donc, on est passé à 1. On est en train de dire depuis quelques mois que globalement, peut-être 2, ça a l'air plus efficace quand même à force de lire et à force d'avoir un peu d'expérience. Mais on en est à peu près là. Du coup, maintenant, en 2021, on en fait une et on n'hésite pas à en faire une deuxième si ça n'a pas bien marché. Peut-être pas trop discuter une troisième. Mais si à chaque fois ça marche, on gagne un cran et on n'est pas complètement satisfait, on peut en faire une troisième aussi. Et pour voir que ça a une efficacité, c'est au bout de combien de temps peut-être qu'on peut rester à Moi, je me donne 3 mois parce que les processus vraiment dit à court terme, dit presque inflammatoires, sont dans les 15 premiers jours. Les processus dits tissulaires cicatriciels, on va dire c'est plutôt 6 semaines. Et les processus et l'amélioration clinique, c'est au bout de 3 mois. Au bout de 6 semaines, si au début ça gonflait tout, après peut-être sa cicatrice, ça a une bonne articulation. Et au bout de 6 semaines, du coup, tu reprends par exemple sur un sportif, n'importe quoi, des footings, des accélérations. Et au bout de 3 mois, tu sais que tu as accéléré voilà, et que tu n'as plus mal. Et si tu n'as plus mal, tu ne fais rien. Et si par contre tu as mal, eh ben, tu refais. Du coup, tu le revois à peu près à 3 mois. Voilà, PRP versus acide hyaluronique. Ben, globalement, on a vu les méta-analyses où les PRP sont plus efficaces que l'acide hyaluronique. Pourquoi je vous ressors quand même la diapo? C'est parce qu'on voit là, c'est dégénérescence cartilagineuse. Si vous voulez, c'est IRM normal. Et puis, si on faisait une arthroscopie, en fait, avec le palpateur, on verrait peut-être qu'il s'enfonce un peu. Enfin, en gros, il n'y a pas de trou dans le cartilage. Ça, c'est gonarthrose minime. Ça, c'est gonarthrose avancée. Et bien, on voit que les PRP, ils ont l'air de mieux marcher quand même sur les débutants par rapport à l'acide hyaluronique. Donc, déjà, l'acide hyaluronique a l'air de mieux répondre sur les arthroses débutantes ou chez les sujets jeunes ou chez les sportifs. Pareil, comme c'est des facteurs intriqués, on a du mal à voir. Et en plus, les PRP marchent mieux que l'acide hyaluronique chez ces types de personnes. Donc, c'est clair que, et même moi, je le vois, les patients jeunes avec une atteinte débutante cartilagineuse, ça marche bien. Ouais. Et des fois, ça ne revient plus jamais. Une seule injection, ça suffit, et puis ça ne revient plus jamais. Ouais. Et c'est ce qu'on voyait un peu là-dedans aussi. Ça, c'était les scores de Kellgren inférieurs à 2, donc arthrose débutante. Et on voit que l'acide hyaluronique, ça nous donnait ça dans le temps jusqu'à 12 mois, une amélioration. Et les PRP, ça s'améliore plus quand même sur les chondropathies débutantes. Sur les chondropathies avancées, l'acide hyaluronique s'améliore un peu. Le PRP s'améliore un peu. Il n'y a pas de différence entre les deux. Du coup, on a l'air de croire, mais on en est là. Voilà, on verra plus tard. Bon, voilà pour la gonarthrose. Donc, en gros, je pense que vous pouvez dire que ça marche. Et l'étude Restore, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Bon. Et du coup, limite, le PRP serait presque en première intention par rapport à. Ouais, j'ai une question. Alors, première intention oui, versus acide hyaluronique, comme je disais, ouais, tu peux en mettre en première intention, ça ne me choque pas. Déjà, il faut pouvoir. Enfin, bon, moi, j'ai une pratique où je peux faire les deux, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de médecins. Bon, mais comme je te dis, l'acide hyaluronique, on a 40 ans d'expérience. S'il répond bien partout dans le monde, il va bien répondre. Tandis que si toi, tu injectes ton PRP, tu n'es pas sûr que les autres, ça va être pareil. Donc, il faut qu'ils reviennent dans le bon centre. 3, 2, alors les deux sont synergiques, PRP acide hyaluronique. Et en plus, il y a un épuisement thérapeutique de l'acide hyaluronique. Et globalement, on n'a pas étudié l'inverse non plus. Si ça tombe, par exemple, quand le PRP sera inefficace, peut-être que l'acide hyaluronique, enfin, en gros, on n'en sait rien. Et du coup, pour toutes ces raisons, on fait d'abord. Mais bon, on peut discuter d'abord des PRP, ouais. Non, mais enfin, voilà, c'est sur l'efficacité, je crois. En termes de coût et tout. Non, et sur l'efficacité, on pourrait discuter chez les sujets jeunes avec une chondropathie toute débutante. Ça se fait. Je crois que j'ai 20% de mes patients qui sont dans ce cadre-là. Mais vraiment, j'observe l'inverse aussi. Des gens chez qui les PRP, ça ne marche pas. Du coup, on fait de l'acide hyaluronique et ça marche très, très bien. Ouais. Et même des gens, bon, après, il n'y a pas de rapport, mais des gens qui croyaient fort, fort, fort au PRP, je leur dis, bon, bah, si vous voulez, on tente. Mais globalement, d'habitude, je fais d'abord l'acide hyaluronique, on verra bien. Ça tombe, ça va être l'inverse. Les gens connaissent pas mal, en effet, qui ont d'abord tenté le PRP et qui sont, enfin, c'est ceux qu'on retient parce qu'émotionnellement, ils arrivent, ils disent, ah là là, mais le PRP n'a pas marché, l'acide hyaluronique, ça marche super bien, je ne comprends pas pourquoi. Bah, si, parce que l'un est globalement aussi efficace que l'autre.
avec des variabilités interannuelles, donc ça peut être l'inverse aussi. C'est pas mieux, ouais. Mais du coup, en termes de coût, limite, il vaut mieux prescrire l'acide hyaluronique que le PRP. En termes de coût, Bah, oui, mais je veux dire, pour le patient, pour le patient, à part ici. Mais s'il paye plus cher. Ouais. Après, le prix, il y a beaucoup de choses, parce que les labos, ils fixent le prix qu'ils veulent de l'acide hyaluronique. C'était remboursé à l'époque avant 2017, mais toi, tu es jeune et maintenant, c'est plus remboursé. Les PRP, c'est que du sang. Théoriquement, ça coûte rien, mais les labos nous vendent du plastique méga cher. Et ça, ils pourront peut-être faire baisser le prix du plastique à un moment parce qu'on nous vend la seringue qui coûte rien. Du coup, peut-être ça va baisser. Donc ça va varier aussi, ouais. Du coup, oui, tu peux prendre en compte le coût régional, ouais. Tu prends le patient en général, ouais. Bon. Mais on peut, en gros, moi, ce que je dis pour simplifier, c'est l'un est aussi efficace que l'autre, et puis point barre. Voilà. On va pas. Bon, après, c'est bon, ça peut alimenter les discussions, hein, mais tu simplifies comme ça et tu t'embêtes plus trop. Et t'as pas tort. Hein. T'as pas tort du tout de dire ça. Dans les LODA, les lésions ostéochondrales du dôme astragalien, c'est pareil, il y a de multiples entités radiologiques, cliniques, etc. On va prendre des lésions cartilagineuses ou ostéocartilagineuses, soit microtraumatiques, soit en tout cas non chirurgicales, et on peut injecter des PRP un peu comme dans le cadre de gonarthrose. Là, il y a une étude chirurgicale qui montrait des résultats relativement intéressants. Bon, on a vu de toute façon que ça. Au niveau chirurgical, c'est pareil, il a des résultats un peu intéressants. Au niveau non chirurgical, c'est la seule étude comparative qui est intéressante, qui m'a motivé en fait à injecter des PRP dans les LODA. Et personnellement, j'ai très bons résultats. En fait, j'ai été extrêmement étonné des bons résultats. Mais bon, alors, c'est 10 patients qui traînent à la Réunion, sans groupe contrôle, mais tant mieux pour eux. Mais du coup, là, la seule étude comparative, c'était 40 patients, c'est pas beaucoup non plus. Hein. Et du coup, voilà, c'était non chirurgical, c'était douloureux, c'était symptomatique, c'était une LODA claire. Ils ont fait 15 versus 15. Voilà. 3 injections à une semaine d'intervalle, parce qu'à l'époque, en 2015, ils ont pris le protocole qui existait. Et du coup, ça s'améliorait à 6 mois. L'acide hyaluronique, on voit que ça a l'air un peu de retomber. Bon, bref, voilà. Ça. Et du coup, en tout cas, les PRP ont l'air quand même plus efficaces avec quelque chose au niveau du cure fonctionnel qui est vraiment supérieur. Ouais. Il n'y a pas eu d'effet indésirable en tout cas. Sur la hanche. Oh, c'est pas dans l'ordre. Bon. Ouais, il manque peut-être un peu de diapo, mais ce n'est pas très grave. Sur la hanche, on savait pour les coxarthroses déjà que le sérum Phi, pourquoi injecter de l'eau, ok. Les corticoïdes, on disait que c'était peut-être pas vraiment supérieur au sérum Phi. Bon. L'acide hyaluronique, tous les rhumatos vont nous dire que l'acide hyaluronique n'est pas supérieur aux corticoïdes. Donc, en gros, on en était à peu près là. Les injections, ça ne marche pas dans la coxarthrose. Je crois qu'on peut simplifier comme ça. On peut encore discuter les choses. Et les PRP, c'est un peu pareil. D'ailleurs, alors là, il y a une méta-analyse qui date de 2021. Ils ont fait, ça, c'est la douleur. Alors, c'était à 2 à 4 mois. 3 mois après les injections. Ça, c'est la douleur. La douleur, là, diminue en injectant du sérum Phi 3 mois après de 1,5. Si on injecte des corticoïdes, c'est à peu près pareil. Si on injecte de l'acide hyaluronique, c'est à peu près pareil. Acide hyaluronique et PRP, ça marche moins bien d'ailleurs. Enfin, bon, pas ça. Et PRP, voilà. Du coup, et contrôle, rien. Parce qu'en fait, injecter du sérum Phi, ça soulage un peu les douleurs à court terme. Ça, faut le savoir. Du coup, il faut toujours comparer au sérum Phi ou au corticoïdes si on pense que ça marche, notamment dans le genou. Donc, globalement, voilà, PRP n'a pas l'air de marcher sur les méta-analyses. Il y en a une, parce qu'il n'y a pas beaucoup, méta-analyse, je crois qu'il n'y en a que 4, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus. Enfin, il n'y a que quelques études, pas beaucoup en tout cas. Certainement moins d'une dizaine, pour dire de bêtises. Il y a une seule étude en faveur du PRP, parce que je me suis dit, si ça marche, je vais voir celle qui marche et puis je vais m'en inspirer pour essayer de faire en sorte que ça marche pour soigner le patient. Du coup, là, il y avait 11 coxarthroses, PRP versus acide hyaluronique versus PRP acide hyaluronique. À 2 mois, 6 mois, 12 mois, ils voyaient une amélioration. Ouais. Ah oui, alors ils voyaient l'amélioration de l'acide hyaluronique supérieure au PRP.
Mais par contre, dans le score fonctionnel, amélioration du PRP supérieur à l'acide hyaluronique. Voilà. Bon. Du coup, on a l'étude qu'on peut étudier si vraiment on veut s'en inspirer pour essayer de faire les meilleures choses possibles. Mais bon, en tout cas, c'est très discutable. Comme je vous avais dit, les bénéfices sont peut-être intéressants sur les lésions cartilageuses débutantes et chez les jeunes. Globalement, ça marche. Pourquoi je le répète? Parce que beaucoup encore de chirurgiens orthopédiques me disent ouais, la PRP, c'est le truc à la mode. Franchement, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Bah non, on a quand même des méta-analyses et on a des niveaux de preuves qui sont relativement élevés maintenant. La coxarthrose, au cas… Ah oui, alors pourquoi au cas par cas? Parce que moi, j'ai des gens, ils ont déjà bénéficié de PRP, par exemple, ailleurs en métropole. Ils m'ont dit ça marche super bien chez moi. Et 3 ans après, ça revient. En effet, j'ai injecté, ça marche pendant 2 ans. Et là, j'ai quelques patients, ils viennent me voir. Et chez eux, ils répondent extrêmement bien. Et au bout de quelques mois, ça a l'air de revenir. Et ils veulent vraiment leur piqûre au bout de quelques mois. Et bon, on se dit, OK, chez eux, ça a l'air de marcher. Ouais. Les LODA, c'est quand même prometteur. Ouais. Et personnellement, sur les tendons, ça va être l'avant-dernier organe, puisqu'il y a les tendons, les muscles et c'est fini, pour ceux qui s'endorment, ou pour vous stimuler un peu. Les tendons, les tendons, les tendons. Encore une fois, les études in vitro, c'est bénéfique sur la cicatrisation. Il y a des études animales avec des études biomécaniques et ça améliore la résistance mécanique du tendon. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est génial, on a quelque chose qui va vraiment guérir les tendinopathies. Il faut appliquer des charges mécaniques sur le tendon après des PRP. Là, du coup, ils ont pris des souris, ils ont blessé, on va dire, leur tendon d'Achille, je crois. Ouais, ils ont des tendons d'Achille, c'est ça, je ne veux pas dire de bêtises. Et ils ont soit mis du PRP et je bouge généralement, soit ils ont mis du PRP et un protocole de travail excentrique, soit ils ont mis du PRP et ils mettaient en même temps de la toxine botulique qui empêche le muscle de se contracter, donc c'est repos. Ben, globalement, PRP, toxine botulique, en gros, PRP, immobilisation, ça ne sert à rien. Ça marche moins bien que PRP tout court et il bouge normalement dans la cage. Et ça marche moins bien que PRP travail excentrique. Donc, PRP plus travail excentrique, c'est synergique. Du coup, c'est toujours pas encore, malheureusement, pour les radiologues, si je puis m'exprimer ainsi, pas très confraternel. On pique et ça va bien, bah non. On pique, on rééduque et ça va mieux. Et du coup, Jean-François Co, qui a beaucoup publié, belge d'ailleurs. Oui, bah, Liège, c'est mon prof. Vive la Belgique. Ah ben voilà, on a les élèves de Co dans la salle, on en est ravis. Merci d'ailleurs à lui, qui s'est resté très humble, très fort, très professionnel et qui publie beaucoup. Et il a publié un protocole de rééducation, par exemple, dont on peut s'inspirer 3 fois par semaine, en gros, avec une augmentation progressive des charges sur les tendinopathies rotuliennes. Donc, voilà, pendant plusieurs semaines. Protocole de remise en charge de type excentrique. Alors, avant les PRP, en fait, par exemple, même en 2010, c'était il n'y a pas spécialement longtemps, enfin, tout se discute sur les termes, mais globalement, dans les trucs qu'on mettait dans le tendon, on mettait des corticoïdes, mais ça aboutit à des ruptures, du coup contre-indiqué. Les polydocalols, les sclérosants, on en injectait aussi. Les PRP, c'était tout nouveau. Et la protinine, on en injectait aussi, mais il y avait des grosses réactions allergiques. Les PRP, c'était dans tous les trucs dits prometteurs ou dits injectionnels et tout. Et puis, c'est vraiment sorti depuis une dizaine d'années avec des premières études multicentriques où ils montraient, par exemple, aux États-Unis, des gens qui, des types d'amélioration dans tout type de tendinopathie de l'ordre de plus de 80%. On dit, ouais, c'est génial, du coup, on met des PRP et ça marche vachement bien, je suis content sur les multicentriques. Du coup, on avait l'air de guérir les tendons. Bon. Alors, on va voir tendon par tendon. Je vais peut-être commencer par le plus compliqué, qui est les tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Parce que, alors, les PRP dans les tendons de la coiffe des rotateurs, c'est bénéfique. Il y a des études, encore une fois, in vitro, où en gros, on prend des tendons de coiffe opérés, on met des PRP et du coup, il y a une prolifération cellulaire, une synthèse de collagène. Quand on les met en culture, encore une fois, surtout pour les PRP faibles avec peu de globules blancs, ça favorise la matrice de collagène, ça diminue l'acétylémie inflammatoire.
Et là, même sur étude in vitro, pourquoi je dis ça? Parce que c'est plutôt des tendinopathies modérées avec peu de globules blancs. Les tendons complètement détruits, dégénératifs depuis longtemps, ça n'avait pas l'air de marcher in vitro. C'est un peu des idées qu'on retient tout le temps un peu en fait. Sur des tendinopathies pas trop dégénératives, pas trop vieilles, ça a l'air quand même de mieux marcher. Les corticoïdes, j'en parle parce que bon, des fois c'est associé. Il est allé voir le rhumato, il y a une infiltration, on rajoute des PRP, on met les deux en même temps, etc. Ça fait quoi des corticoïdes? Alors, les corticoïdes détruisent les structures. Ça détruit la peau, ça fait des nécroses cutanées, ça détruit les tendons, etc. Donc, encore une fois, on se retrouve un peu aux mêmes choses. Revue systématique de la littérature sur les tendons, sur les études humaines in vivo, in vitro. Donc, désorganisation collagénique, augmentation de la nécrose, diminution de la viabilité et diminution de la prolifération de fibroblastes, diminution de la synthèse de collagène, diminution de l'infiltration cellulaire cicatricielle, toxicité cellulaire directe et dégradation des propriétés mécaniques. Tout ça, ça a été montré. Donc, clairement, ce n'est pas discutable, ça détruit les structures. Ce n'est pas bon, quoi. Il ne faut pas avoir de doute. Quand on met des corticoïdes, pareil, revue de la littérature de 2020, une infiltration dans l'année qui précède la chirurgie, on augmente le risque de reprise chirurgicale sur les sutures de coiffe. Bah, c'est logique, on a détruit le truc, du coup, voilà. Mais ça a été bien montré, du coup, c'est statistiquement significatif, ça augmente le risque de reprise chirurgicale. Du coup, on détruit un peu dans l'année qui précède la chirurgie. Du coup, ce n'est pas que théorique, on l'a vu au microscope, machin bidule et tout. Hein. C'est qu'on a opéré et du coup, ça marche moins bien parce qu'il se redétruit. Et encore, c'est des moyennes. Hein. Il faut qu'à la fin, ce soit statistiquement significatif. Donc, il y en a des études hein, et des gens qui ont souffert avant qu'ils soient inclus dans les études. 6 mois avant la chirurgie, le risque est supérieur. Et dans le mois qui précède, le risque d'infection post-opératoire, il est multiplié par 2. Parce que du coup, voilà. Donc, il ne faut quand même pas… Et s'il y a 2 infiltrations qui sont réalisées dans l'année qui précède la chirurgie, le risque d'effet secondaire est quand même supérieur aussi. Du coup, voilà. Pas trop de corticoïdes quand même si ça peut avoir une efficacité antalgique à court terme. Ça, donc, ils ont fait des études sur… je crois que mes diapos ne sont pas vraiment dans l'ordre, ce n'est pas très grave. Sur les PRP. Donc, on va les faire un peu rapidement. Tendinopathie, ils injectent des PRP et ils font des exercices versus avec je t'accès sans leur demander de faire l'exercice, PRP plus auto-exercice versus rééducation supervisée. La rééducation supervisée, j'en parle parce que, pareil, elle est indispensable. Dire, OK, du coup, je fais une… Parce que du coup, ça va être quoi les indications des PRP c'est dans une tendinopathie de coiffe? Ça va être des tendinopathies de coiffe symptomatiques. On a éliminé tous les diagnostics différentiels, bien sûr, donc pas d'acromioclaviculaire, ce n'est pas de l'arthrose, ce n'est pas une capsule rétractile. Et après, la vraie problématique, ça va être le conflit. Il y a toujours plus ou moins un conflit qui nous traîne derrière la tête, qui peut être la cause de la tendinopathie ou pas. On va dire si vraiment il y a un conflit clinique, anatomique, un gros truc qui provoque le conflit, injecter du PRP alors qu'on n'a pas levé le facteur causal, ça ne va pas être logique. Tout ça, c'est une grosse discussion parce que différencier au niveau clinique et au niveau de l'imagerie, savoir s'il y a un conflit, c'est toujours très discutable. On peut dire toute tendinopathie de coiffe est due à un conflit ou alors quasiment aucune est due à un conflit. Et idéalement, du coup, on va viser des tendinopathies de coiffe, donc pas complètement rompues, un petit peu douloureux, symptomatiques, bien sûr, parce qu'on ne va pas traiter des images, et sans trop de conflit. Ou alors, on va d'abord lever le conflit au niveau rééducatif et après, on va injecter pour faire cicatriser le tendon. Mais quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, ça va être compliqué, il faut faire de la rééducation avec. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. D'abord, on fait des exercices isométriques. On stabilise la scapula. On renforce les tendons de coiffe de manière isométrique. Après, on renforce en dynamique les tendons de coiffe. D'abord avec des faibles amplitudes, en tout cas inférieures à 90 degrés d'élévation abduction. On augmente la force. Et après, on va augmenter les amplitudes, on va augmenter la force et se rapprocher du geste habituel. Et on fait toutes les techniques de levée de coiffe. Donc, ils ont fait ça. Il n'y avait pas de grosse différence, en fait. Par exemple, donc ça, c'est chacun des scores. Ah, voilà. Mais en gros, on ne voyait pas grand-chose. Ça, c'est exercice. Et ça, c'est PRP plus auto-exercice. Bon, les deux s'amélioraient. Mais on pourrait dire presque
PRP aussi efficace que rééducation bien conduite. Pourquoi je dis ça? Parce que je reviens encore sur un gros truc, c'est les composants du PRP, ils ont séparé en fait en plusieurs groupes. Ils ont dosé les facteurs de croissance et ils ont vu que les PRP qui étaient riches en certains facteurs de croissance étaient bien plus efficaces et d'autres qui n'étaient pas riches en facteurs de croissance étaient moins efficaces. Il y en a plein des facteurs de croissance. Alors du coup, il y en a qui essaient de les doser pour essayer d'avoir le meilleur PRP possible. Mais à chaque fois, on gardera ça en tête, c'est qu'il y a des patients qui vont répondre et d'autres qui ne vont pas répondre. Ou si vous voulez des PRP efficaces, des PRP pas efficaces, ça ne va pas dépendre que de la technique de centrifugation. Ça va dépendre aussi du patient. Et là, c'est ce qu'ils ont montré. On peut pas essayer d'avoir des patients en meilleure forme avant de leur faire le PRP. Il faut toujours faire ça. Ça, alors en chirurgie. Forme, je parle, alors oui, effectivement, pour la rééducation, mais je parle même, du coup, je ne sais pas s'ils arrêtent de fumer ou je ne sais pas quoi. Arrêtez de fumer. Les chirurgiens n'opèrent pas les tabagiques. Ils dorment bien, machin. PRP, ouais. Pendant 3 mois avant la prise de sang. Dormir, ouais. Alors, pas de tabac. Alors, tendinopathie, c'est un âge. Non, c'est un tabac. Premier facteur de risque de tendinopathie, c'est tabac. Âge et biomécanique. Et après, tout le reste, non. Mais je veux dire, là, tu dis que selon la qualité du PRP, la réponse est meilleure ou dépend du PRP. Et le PRP, il vient de la personne elle-même. Ouais. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que le PRP qui vient du patient soit meilleur qualité? Il faudrait faire de la recherche. Déjà, là, ils ont dosé dans les plaquettes, dans les granulés alpha, le taux de facteur de croissance et ils ont séparé avec des techniques qui doivent coûter assez cher, tu vois. Et après, ils ont étudié le rôle des facteurs de croissance. Alors, en effet, tu pourrais vouloir ça, mais du coup, il faut réfléchir à comment tu augmentes, par exemple, le TGF bêta 1 et l'IL8 et le PDGF VEGF chez un patient. Mais clairement, oui, la rééducation pré-chirurgicale, c'est plus que prouvé. Ça marche beaucoup mieux, les points. Pré-PRP, il n'y a pas assez d'études, mais ouais, il faut les rééduquer avant les PRP, avant tout type. Là. Tu les rééduques après aussi. Mais les résultats sont vraiment meilleurs. Arrêter le tabac, oui. En fait, je ne sais même pas pourquoi je n'en ai pas parlé, mais c'est le premier traitement. C'est vraiment probablement le plus efficace. Entre ça et rééducation biomécanique, entre un coureur qui court à mort et qui fume, soit il continue à courir comme un fou et il arrête de fumer, soit il continue de fumer et il fait un protocole de rééducation. Je ne sais pas lequel est le plus efficace. Peut-être l'arrêt du tabac. On n'a jamais fait d'études comparatives, mais clairement, le tabac, c'est sûr. Du coup, oui, c'est multifactoriel, mais est-ce que ça influe? En tout cas, les facteurs de croissance en eux-mêmes, moi, jouent. Du coup, ça doit dépendre aussi de la génétique. Comme on voyait, en fait, l'activité physique joue sur ton microbiote. Alors, le microbiote, vu que ça joue sur tout, enfin, tout joue sur tout. Ouais. Bon. Voilà. Mais oui, pour arrêter le tabac et rééduquer avant l'injection, en tout cas. Ça, oui. Mais ça dépend des gens, du coup. Et les leucocytes, ils montaient que c'était pas très bon pour les tendons. Par exemple, les pauvres en leucocytes, ça stimule la prolifération de ténocytes, ça produit plus de collagène et plus de tissu tendineux. Cliniquement, c'est plus discutable. Les riches en leucocytes, on n'a jamais montré que les résultats cliniques étaient vraiment inférieurs, en fait. Mais du coup, on n'aime pas trop les globules blancs. Alors là, ça, c'est l'étude qui montre bien qu'ils ont pris en fait des tendons du long biceps qui avaient été opérés dans d'autres circonstances et ils les ont fait baigner dans des PRP avec corticoïdes, avec anesthésique locale ou que PRP. Donc la prolifération de ténocytes est bien supérieure quand on met que PRP. Là, c'est PRP plus corticoïdes. En fait, ça prolifère quand même un peu. C'est pour ça qu'il y en a, ils disent je fais des corticoïdes parce que je suis obligé, parce qu'ils se sentent obligés, parce qu'ils veulent diminuer les douleurs pour une raison XY. Je vais détruire le tendon et pour pas trop le réduire, je rajoute des PRP. Au niveau clinique, je ne sais pas trop comment on fait, mais ouais, en fait, c'est un peu ce qu'on observe. C'est qu'en fait, les corticoïdes détruisent, les PRP réparent, et si on fait les deux en même temps, ça ne fait rien. Et que des… Ça, c'est quoi? Bupi… Ah oui, et que l'anesthésique locale et PRP, ça ne fait rien. Ça bloque complètement l'action des PRP. Et ça, c'était des trucs à 2%. Ça doit être un peu un milieu de culture, pas trop mauvais. Et du coup, on a… Mais on sait pourquoi l'anesthésie locale, ça bloque l'action des PRP. Ouais. Ouais. Je pourrais pas t'expliquer simplement. Mais je pourrais te donner l'article pour que tu le lises. Ouais.
J'ai dirigé une thèse là-dessus. Voilà. Après, alors les acides glucales retardent l'aggradation plaquettaire aussi. Hein. Tiens, les différentes tailles d'aiguilles n'ont pas d'influence sur la fonction plaquettaire, mais on prend quand même des petites. Alors, tu vois, il dit si un cycle local est absolument nécessaire, on injecte sur un site différent. Du coup, l'instinct général, bon, enfin, et le méopa sont des alternatives à considérer. Sachant que maintenant que je me penche sur la problématique environnementale, en fait, c'est super mauvais pour. Maintenant, ils vont le contre-indiquer parce que c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. La question, quand il rentre dans les poumons, est-ce qu'il n'est pas transformé en autre chose? Ah, bonne question. Je ne sais pas. Je crois que, bon, à réfléchir. Le métabolisme urinaire n'est pas inhalé. Ouais. Et je ne pense pas qu'il soit jamais métabolisé. Il est trop intéressant avec peu de. C'est un très, très bon produit, très sûr, qui rend un service rendu énorme. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et, alors, je sais, au niveau médical, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je crois qu'il y avait beaucoup de choses où il pouvait être. Protoxyde d'azote qui est utilisé tous les jours dans toutes les salles d'anesthésie. Quand on met un masque ou un tube de n'importe quoi, ce n'est pas que de l'oxygène. Toujours un petit peu de proto qui a un effet anesthésique et antalgique, une grande sécurité hémodynamique. Et donc, ça nous permet de diminuer tous les produits d'anesthésie. Il y aura toujours un peu de proto qui a un effet de gaz et tout ça. Mais alors, entre le méopa produit sur la planète, comparé à des centaines de milliards de gaz toxiques, c'est… Ouais. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est juste que… C'est un bon produit. Mais voilà. Oui, peu d'effets secondaires, très efficace, très utilisé. Alors, je crois qu'en plus, je ne sais plus, il y avait un truc dans les champs où en fait, ça mettait du protoxyde d'azote quand tu versais les machins. Comment? Quand on ouais, ça. Pas, il vaut mieux le faire. Mais c'était discuté, ouais. Mais bon, c'est sûr quoi. Sinon, tu risques de… Tu sais, c'est le… Mais j'introduisais le sujet de demain, en fait. C'est Orson Welles, 1889. C'est le gaz hilarant des salons. On prenait l'apéro. C'était pas un pétard. Tu avais un petit truc, il sniffait. Et les dames et les messieurs, là, en robe, tout ça, t'imagines. Et bonjour Frédéric. Tout ça, et voilà, c'était comme ça. Mais nous autres anesthésistes, on a tous, quand on apprend l'anesthésie, ah ben oui, c'est vrai, ben oui. Faire attention au premier trimestre de grossesse. Protoxyde d'azote. Ok. Ah, c'est moi. Il peut y avoir des… Oui, alors pas sûr. C'est pas, si on t'enlève une dent de sagesse, le méopa, on le met sur les femmes qui accouchent, mais ça risque rien. Mais premier trimestre, il ne faudrait pas qu'une femme respire toute la journée pendant 3 mois. J'ai fait un petit aparté sur le méopa. Ouais, merci beaucoup, c'est très très intéressant. Alors, je reprends. Est-ce que ça marche sur les tendinopathies de coiffe? Alors, quand on fait des méta-analyses, voilà, j'ai fait une très belle image de soupe, c'est en gros, on mélange tout. Et quand on mélange tout, c'est le pot belge. Exact. Et ben, du coup, on prend tous les PRP, toutes les études et tout, et puis à la fin, on fait une moyenne. Comme ça, les médecins épidémiologistes sont contents, ils ont sorti, et puis du coup, ils ont mis leur nom en premier, comme d'ailleurs c'est asiatique. Et alors, à la fin, ils publient beaucoup. Ils travaillent beaucoup. C'est une grande reconnaissance de leur travail. Et ben, à la fin, on se retrouve qu'au bout de, alors ça c'est 12 semaines, 6 mois, 1 an, les PRP, c'est ce qui marche le mieux pour être en tendinopathie de coiffe à long terme. Du coup, par exemple, au bout de 1 mois à peu près, les corticoïdes, ah ben non, même corticoïdes PRP, c'est à peu près pareil. Du coup, ça a l'air de marcher. Il n'y a pas de relation de l'âge et de la durée de la symptomatologie dans les méta-analyses. Et PRP versus corticoïdes, ah oui, alors lequel est le meilleur? Ah ben, du coup, en fait, quand même, sur la fonction, les PRP, ça ressort plus. Mais je vais essayer de décortiquer un petit peu ça parce que du coup, on injecte où dans les tendinopathies de coiffe?
Alors, vous voyez qu'ils ont tout mélangé. Il y a que 5-6 études, il y a une petite dizaine d'études. Ils ont là guidé sous écho. Dans le tendon supraépineux, en intra-tendineux. Là, c'était en sous-acromial. Et là, c'était cliniquement en sous-acromial. On avait parlé de l'écho, ça tombe, on n'est pas dedans. PRP versus placebo versus corticoïde. Et là, PRP versus placebo. Ah oui, c'était ces études-là que je vais détailler après. L'étude de rat est vraiment supérieure. Et l'étude de Cham aussi, on verra. Et après, ça, c'est quand ils ont comparé versus. Alors, physiothérapie en anglais, c'est rééducation. Physiothérapie en français, c'est les méthodes adjuvantes du kiné, quoi. Du coup, là, c'est de la rééducation avec des exercices et une rééducation bien faite. Et du coup, là, ils ont comparé rééduc à intra-articulaire ou rééduc à injection sous-acromiale. PRP versus rééducation, on voit que même le PRP versus rééducation, c'est presque en faveur des PRP sur la douleur et la fonction. Et comme la rééducation, ça marche, on a envie de dire, ah ouais, bah du coup, ça a l'air de marcher au moins aussi bien que la rééducation qui marchait déjà. Quand on fait une méta-analyse, quand on regarde l'imagerie, en fait, il n'y a quasiment rien. Il y a une amélioration de l'imagerie quand on injecte du PRP versus les autres, un peu supérieure. Par exemple, sur plusieurs dizaines de patients, il y en a un dans le groupe P. Enfin, en tout, quand on injecte du PRP, il y en a 7 qui s'améliorent et dans les autres groupes, il n'y en a que 2. Bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. En gros, sur l'imagerie, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas trop de corrélation entre l'imagerie. Alors, juste pour vous donner une idée, là, ils ont fait alors, du dry needling, ils ont mis une aiguille sans rien dedans, versus des PRP, 2 injections à 1 mois d'intervalle dans et autour de la lésion. Et du coup, ils voyaient une amélioration plus importante en fait dans le groupe PRP, statistiquement significatif, plutôt après 6 mois. Là, ils font sous-acromial, mais sous anesthésie locale. Malgré ça, on voyait une amélioration. Donc ça, c'est par exemple à 12 mois l'EVA. Donc ça, c'est l'acide hyaluronique. C'est l'EVA, ouais. L'EVA, on la voit là aussi, en fait. C'est peut-être le plus facile à comprendre. Donc le sérum Phi, il est en blanc, ça ne s'améliore pas. Ah oui, du coup, ils ont fait aussi de l'acide hyaluronique en fait dans le temps. Ça peut se faire. Il y a eu un peu de recherche dessus, mais au clinique, ça ne se fait pas. Bon, en gros, l'acide hyaluronique, ça améliore un peu. PRP, ça améliore un peu plus. Et PRP plus acide hyaluronique, ça améliore encore plus. Pour vous dire un peu ce qui se fait. Là, ils ont bien injecté. Mais les critères d'inclusion, ils étaient mauvais. Ils avaient fait notamment un test de conflit pour sélectionner dans les critères d'inclusion. Après, si vous voulez, ils ont bien injecté sous écho dans le tendon et ils ont fait de la rééducation, PRP versus sérum Phi. Voilà, des résultats un peu discutables. Ils ont discuté peut-être le micro-criblage. Moi, je préfère faire du micro-criblage. C'est plein de piqûres plutôt que 3 ou 4, mais c'est déjà pas mal fait. Ils ont dit peut-être que sélectionner, ça c'est sûr que sélectionner les groupes, c'est intéressant. La nature du PRP, l'activation, on en a parlé. Ils ont fait qu'une seule injection. Est-ce qu'il faut en faire un deuxième? On ne sait pas trop. Enfin, tout ça, on ne sait pas trop en fait. Là, c'est pareil, injection sous-acromiale clinique, PRP versus corticoïde, avec des résultats peut-être un peu supérieurs à 12 semaines, mais pas vraiment à 6 mois. Là, il y avait une amélioration du groupe PRP, mais c'était versus rééducation, donc ça marche aussi bien que la rééducation. Là, ça, c'était une étude. Ah ouais, alors ils ont fait pas de rééducation, PRP, pas d'exercice, PRP pur versus exercice tout court. Et ils voyaient une amélioration relativement intéressante dans les PRP aussi.
La rééducation, encore une fois, je vous la remontre. La phase 1 qui est là, du coup, on retrouve les amplitudes. On regarde un peu les amplitudes cervicales aussi. Après, on fait du renforcement des fixateurs de la scapula et on fait du renforcement isométrique, plus dynamique des tendons de coiffe. Mais alors, oui, parce que du coup, il y a aussi en rééducation le concept global d'épaule de Thierry Marc. Initialement, on faisait ça, on travaillait un peu les abaisseurs de l'humérus, on décoaptait, on faisait un travail de coaptation, on évitait un peu le conflit, on abaissait la scapula, on faisait un travail actif. Le concept de Thierry Marx, c'est en fait on relâche les abaisseurs, on ne force pas spécialement vers le bas. C'est pas qu'on décoiffe la tête humérale de l'acromion, c'est que justement en fait on fait plus une technique de centrage de tête humérale, on contracte le temps de la coiffe. La scapula, plutôt que de l'abaisser vers le bas ou on renforce fort vers le bas comme ça, alors lui il fait une élévation bascule, en fait on fait plutôt comme ça, le mouvement de relâchement quoi. Avant les compositions, on évitait les mauvais mouvements, du coup on travaillait à mort. Maintenant il dit on laisse faire en fait, et puis du coup on fait comme ça, et hop, ça va passer tout seul. Et après il renforcera. Bon, enfin, c'est des choses que je vous invite à voir aussi. Du coup, c'était fini pour le plus gros morceau du diapo qui était peut-être le plus complexe, mais là, je pense qu'on a tout abordé. Parce qu'après, ça va être plus simple. Donc, le nombre total de plaquettes, plus ou moins un peu leucocyte. Tétanopathie chronique, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est fissuraire, on se dit oui, c'est fissuraire, les PRP vont mieux marcher, mais ça, c'est hyper théorique. En pratique, on ne sait pas. Le conflit, c'est bien le facteur causal, mais du coup, est-ce que vraiment il faut l'enlever au niveau clinique et l'imagerie avant de faire des PRP? On n'a pas répondu à la question. Il faut le faire, oui, sous échographie. En effet, par microcriblage intratendineux, mais franchement, les études aussi qui m'injectaient en sous-acromial ou intra-articulaire ne montraient pas qu'il n'y avait aucune efficacité non plus. Voilà. Sans anesthésique locale, là, on est d'accord. C'est efficace sur la trophicité tendineuse. Alors ça, c'est une certitude, on améliore. Sur l'imagerie, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt et puis pas sûr que ça s'améliore. Et sur la clinique, oui. Mais bon, est-ce que vraiment le gars, il a mal? On dit on pique et tu n'as plus mal? Non. Du coup, on gagne peut-être un peu. Combien? On ne peut pas trop répondre à la question. Du coup, ni oui ni non. En tout cas, on y associe de la rééducation parce qu'on gagnera en efficacité. Est-ce qu'on y associe de l'acide hyaluronique? Ça, c'est vraiment des domaines de surspécialité. Ça ne se fait pas. Alors après, c'est parce que qu'est-ce qu'on fait d'autre? Rien. Voilà. On conseille, on rééduque, quoi. On rééduque. Du coup, on dit, tu as une tendinopathie de coiffe qui dure là. Si on met des corticoïdes, là, pour le coup, on va être néfaste à long terme. On va peut-être être efficace à court terme. Soit on opère. Toi, tu dirais qu'il faut carrément pas mettre corticoïdes. Dès que je peux éviter les corticoïdes, j'évite. Mais c'est efficace à court terme. Court terme versus long terme. Il n'y a pas de réponse, ouais. Il faut voir en fonction du patient. Quelqu'un qui souffre énormément, qui a extrêmement mal, qui ne dort plus la nuit, qui ne peut plus se rééduquer, qui ne peut plus rien faire, il n'y a pas de drame. Enfin, tu injectes des corticoïdes, mais fais-le bien, sous échographie, essaie de ne pas bousiller le tendon. En sous-acromial, peut-être tu es moins dans le tendon. Vise là où il y a une meilleure efficacité. Tu as une meilleure efficacité des corticoïdes a priori quand tu as une bursite sous-acromial-deltoïdienne, quand tu as des symptômes cliniques inflammatoires. Et là, tu infiltres. Si tu infiltres et que ça marche, il peut pouvoir se rééduquer et du coup, tu auras une efficacité. Mais en gros, dire t'as mal depuis 6 mois, qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'épaule, hein, c'est pas le genou. Ah ouais, du coup, je pique. Bah non. Souvent, tu vas les voir parce qu'ils ont mal depuis longtemps. Ils vont finir par se faire infiltrer par les corticoïdes. Ouais, à mon avis, dans le milieu médical, on infiltre beaucoup trop. Du coup, il faut mieux sélectionner les indications d'infiltration. On infiltre parce qu'on n'a rien d'autre à faire, mais peut-être qu'on va venir au PRP parce qu'on n'a rien d'autre à faire aussi, en fait. Mais non, il faut savoir que les corticoïdes sont néfastes pour le tendon, ça, c'est juste pas discutable. Ouais. Ça, par contre, c'est pas discutable. Ouais. Mais ça soulage les douleurs à court terme. Ça aussi, c'est pas trop discutable. Mais on en fait trop, ouais. Mais je pense qu'il faut le faire sous écho, là, je pense. C'est pour ça, tu vois, on revient. Il faut le faire sous écho. Et moi, j'injecte des grosses douleurs inflammatoires sous écho, plutôt quand il y a une bursite et un conflit clinique. S'il y a un conflit et une bursite, ouais, j'en fais.
Et chirurgie plus PRP, c'est en faveur des PRP. C'est en faveur des PRP. Pareil encore sur des grosses méta-analyses où ils mélangent tout. Et c'est en faveur des PRP, à chaque fois de manière statistiquement significative sur chacun des scores. Le constant, le machin, le VA, le bidule et tout. Encore une fois, ça reste des méta-analyses et avec toute la discussion. Et pour tout type de. C'est rupture de coiffe? Non, c'est que tendinopathie de coiffe. Ouais. Suture de coiffe. Okay. Suture de coiffe, plus ou moins acromioplastie, mais acromioplastie versus sham acromioplastie, ça ne change rien. Ils ont fait une étude comparative, maintenant ça a mis tout le monde d'accord. Ils ont pris les gars, ils ont foutu au bloc, ils ont recousu sans rien faire, versus ils ont fait une acromioplastie pour des gens qui avaient une indication sur la tendinopathie de coiffe et conflit. Ça ne changeait rien, pas de différence significative. Du coup, maintenant, l'acromioplastie, on sait que ça ne sert à rien. C'était pareil un peu pour les ménisques. Après, j'ai vu Arnaud Felden, mais on dit, bah, alors du coup, par exemple, il dit non, je ne fais plus d'acromioplastie pure, on sait que ça ne sert à rien, je ne fais plus d'acromioplastie. Il dit, par contre, quand tu fais des sutures de coiffe, en fait, est-ce que tu l'enlèves? Il dit, ouais, moi, en fait, j'enlève tout le temps, parce que comme ça, je vois mieux la coiffe. Du coup, l'acromio, il est enlevé, en plus, il ne servait à rien. Et... Après, on le voit un peu à l'écho. C'est vrai qu'on a envie de l'enlever, mais bon, maintenant, il y a des bonnes études. Et ça, c'était quoi? Oui, parce que du coup, alors là, c'était encore une méta-analyse. Ah oui, alors sur le taux de rupture aussi, en fait, c'était efficace. Mais ils mélangent tout. Hein. Ils mélangent tout. Ils injectent en intratendineux, en intra-articulaire, en sous-acromial. Des fois, c'est le supraépineux, des fois, c'est l'infraépineux, des fois aussi, c'est le sous-scapulaire, des fois, il y a 2 tendons, des fois, il y a 3 tendons. Ils mélangent tout, ils font des stats et ils te disent que le PRP, c'est efficace. Donc, très bien, mais bon, moi, j'en fais rien. Je ne vais certainement pas téléphoner au chirurgien et dire « En fait, rajoute du PRP sur ta chirurgie, ce sera bénéfique. » quoi. Il va me dire « Mon petit loup, viens, je te file le scalpel, tu fais ce que tu veux. » Et puis voilà. Bon, mais globalement, il y a quelque chose quand même. Les épicondyliens. Bon, il y a beaucoup d'études. Je vais essayer de la faire courte. Les corticoïdes améliorent les douleurs pendant 2-3 mois et ça détruit les tendons, mais c'est un tendon dont on ne sert pas beaucoup parce que même si les chirurgiens le coupaient à la fin, bon, ça ne marche pas trop au niveau clinique, mais en gros, il n'y a pas de grosses pertes fonctionnelles. Du coup, on peut le détruire avec les corticoïdes si vous voulez et c'est efficace à court terme. Les PRP, c'est aussi efficace à court terme et en plus, c'est efficace au long terme. Donc, si on bénéficie des deux, tant qu'à faire les deux. Et ils ont injecté versus 100 total. Et avec le 100 total aussi, on a une bonne efficacité, mais ça ne se fait plus. Alors là, comme je disais, on fait toujours sous écho. Mais par exemple, là, ça ne me choque pas outre mesure. Ben, le COS, c'est celui qui est un des pionniers de la mésothérapie. Et du coup, il voit le tendon épicondylien. Franchement, c'est vrai qu'on le voit. Le gars, d'ailleurs, je ne le connais pas, mais franchement, à mon avis, il s'y connaît. Cliniquement, il a dû en voir plein. Et puis, du coup, il injecte le PRP. Bon, ben, globalement, on se dit qu'il est dans le tendon quand même. Du coup, ça ne me choque pas outre mesure. C'est pareil, autant je veux dire, il faut tout injecter sous écho. Mais là, ça a l'air peut-être d'être bien fait. Et puis, du coup, il montrait juste que c'est une technique qui est faisable et qui est peut-être praticable. Bon. Il compare au groupe laser. À la fin, on finit que revue de la littérature. Les corticoïdes sont efficaces à court terme. Les PRP sont efficaces au moins. Non, sont plus efficaces à long terme. C'est plus efficace que les corticoïdes à long terme. Et versus le 100 total, c'est peut-être pas plus efficace. Donc, mais le 100 total a plus d'effets indésirables. Donc, quand même, le 100 total, c'est des choses qui ne sont pas inintéressantes. Les tendinopathies patellaires, alors au début, on en a fait. Il y a eu beaucoup d'études non comparatives ouvertes qui voyaient une amélioration, mais intéressante. Hein. On était contents à l'époque, 2009. Ouais. Et ben, du coup, on voyait une EVA. Alors, en plus, c'est des gars, ils font de la NBA, et puis ils ont mal à 8 et ils continuent à jouer tout le temps. Et à la fin, en fait, ils ont une EVA qui passe de 7 à 3. Du coup, on était contents. Même tiens, d'ailleurs, du coup, on avait des choses intéressantes. Là, par exemple, c'était intéressant par exemple de choc ce matin, mais bon, c'est des petites études. Hein, 23 versus 23. Et du coup, le score VISA, c'est un score fonctionnel. En gros, quand on a moins de 60, on ne peut pas faire de sport et on a un peu mal dans la vie quotidienne. Moins de 40, on boite carrément. Et plus de 80, on fait du sport. Et 90, on fait même du sport intensif, mais on a un peu mal. Du coup, les deux, ils ont un groupe comparable au début.
Quand on fait des ondes de choc, en gros, on passe de pas de sport à du sport presque intensif en ayant peut-être un peu mal. Enfin, globalement, on gagne. Il faut le faire, le score VISAP, si vous ne le faites pas beaucoup. Et les PRP, c'était l'un versus l'autre, ça marchait encore mieux. Donc, globalement, sur les études comparatives, on avait des choses. Ouais. Et sur les tendinopathies calcanéennes aussi, beaucoup d'études ouvertes, pas très bien conduites. Et comme je vous ai dit, il y a une seule étude, donc beaucoup d'études ouvertes sur quelques cas. Tout était, en fait, on était en train de découvrir les PRP. Donc, ils disaient, ouais, ça marche, les gens vont bien, j'ai injecté du PRP, ils vont mieux, j'ai injecté du PRP, ils vont mieux. Bon. Et là, c'était l'étude PRP versus placebo qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a été publiée dans 3 grands journaux. Il n'y avait pas de différence vraiment entre sérum phi et PRP. Mais encore une fois, ils ont injecté de l'anesthésique locale dessus. Et du coup, il y a quelques éditoriaux qui sont parus en disant ça. Mais c'est là où je commençais à râler en me disant, bah mince, en fait, voilà. Les méthodologistes sont méthodologistes. Et du coup, certes, c'est très bien écrit. On va voir dans la littérature qu'ils ont injecté, qu'ils ont mis l'anesthésique locale. On va pouvoir rebondir dessus et dire, OK, d'après moi, c'est inefficace. Mais globalement, un peu comme dans tous les milieux, on ressort. Et il y a plein de scientifiques et de médecins, je comprends, ils disent, dans le JAMA, dans le British Journal of Pharmacy, dans l'American Journal of Pharmacy, il y a 3 études qui sont parues, comparatives, c'est les seules sur le tendon, ils ne mettent pas en valeur d'efficacité, donc le PRP ne marche pas. Et moi, je suis obligé de dire non. Non, ça a été très bien fait, mais l'anesthésique locale, allez voir, empêche l'action des PRP, et je sais que j'ai raison, et du coup, je remets en question ce type de choses, mais moi, je n'ai pas de poids. Ouais. Et du coup, ça, voilà. Du coup, le retour au sport, un peu plus favorable dans le groupe PRP, mais pas moins significatif, beaucoup de choses. Ça a quand même beaucoup fait discuter. Mais on retrouve toujours un discours où le PRP ne marche pas sur les tendons, notamment parce que c'est la seule étude comparative. La technique d'injection, on ne voit pas les images. Du coup, on injecte dans le tendon, on essaie de faire du microcriblage et on injecte aussi au pourtour du tendon d'Achille, par exemple, dans le péritendon. Il n'y a pas de gaine synoviale pour le tendon d'Achille. Où il y a beaucoup de cellules et pour favoriser la prolifération cellulaire. Donc, on introduit l'aiguille dans le tendon, on fait du microcriblage, on pousse le produit. Après, on retire un peu et quand on est dans le péritendon, on met la fin du produit et on retire l'aiguille. Les aponevrosites plantaires. Donc, on n'hésite pas à faire, comme j'avais dit, étirement. Semelle, c'est plutôt efficace à court terme en fait. Corticoïde, c'est efficace, très efficace à court terme. Bon, c'est très bien. Et des ondes de choc. Et là, on arrive quand même avec les ondes de choc et étirement, au bout de 3 mois, à lever un gros pourcentage d'aponevrosite plantaire, à en guérir. Et après, ils ont étudié les PRP avec d'abord des études ouvertes intéressantes et après PRP versus corticoïdes. Donc, pas mal d'études où on voyait à peu près ça d'ailleurs. Voilà, toutes les études que je viens de passer. Du coup, les corticoïdes améliorent les choses, mais à court terme, et après, ça revient. Et les PRP, ça s'améliore même aussi vite, alors que dans les autres indications, c'est quand même plus long. Et après, l'efficacité persiste au long terme. Du coup, on a vraiment quelque chose de très, très intéressant. Je passe ces études. Et oui, on a des méta-analyses. On a une amélioration dès les premiers mois après l'injection. Alors moi, pour ne pas faire de fausses joies aux patients, je dis 3 mois. Mais clairement, ils reviennent tous me voir au bout d'un… Enfin, tous. Et quand ça marche, c'est plutôt 1 mois. Tandis que dans les autres tendons, on attend vraiment… Gonarthrose, on attend vraiment 3 mois. Et ils rediscutent de tout ce dont on avait discuté. Donc, ils disent injecter sous écho. On fait du microcriblage sous échographie et en gros, ça marche. Sur le muscle, d'abord, pareil, phase d'inflammation, phase de prolifération, phase de remodelage. On fait protocole de travail excentrique. Ça va favoriser. In vitro, c'est bénéfique pour les processus de cicatrisation musculaire, à peu près pareil. Ils avaient fait quelques études au début en disant « Oh là là, moi j'ai vu des sportifs, genre pic du PRP, ils reprennent vachement vite, ça a l'air d'être génial. » Voilà. Après, il y a autre chose. On a vu des gens qui avaient des séquelles de lésions musculaires et on s'est dit, il y a des séquelles, on n'y arrive pas. C'est la première blessure en sport qui empêche de reprendre le sport, la lésion musculaire ou les séquelles de lésion musculaire. Au bout d'un moment, du coup, on fait de l'excentrique à fond, on fait des ondes de choc, on n'y arrive pas et on a injecté du PRP un peu en désespoir de cause. Et clairement, on a vu des gens, et j'en ai vu moi-même en fait, où en fait, quelques jours après, ils n'avaient plus aucune douleur. Et du coup, en gros, quand le gars il joue en division 1 de foot ou au top 14 de rugby, en gros, s'il dit qu'il a mal et qu'il ne joue pas, c'est parce qu'il a mal et il ne joue pas.
Et quand le week-end d'après, il joue, bah, c'est qu'il a plus mal, en fait. Voilà. Et du coup, alors on peut toujours dire, est-ce que c'est à cause de l'aiguille? Alors on peut se demander si c'est placebo, mais bon, voilà. On peut se dire, ah, c'est peut-être l'aiguille, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas fait. Mais clairement, moi, j'ai observé. Et alors, même Sanchez, qui lui était le premier à faire du PRP, en fait, il l'a dit aussi et il l'a écrit. Et quand on discute entre les coureurs, si je puis dire, on l'observe aussi. Pourquoi on ne l'explique pas? Parce que les processus cicatriciels n'ont pas eu le temps de se mettre en place, mais peut-être justement à cause des protéases là ou quoi que ce soit. Bon, du coup, on en est là. Et des fois, il y a des kystes séquelaires. Et bien là, on peut aspirer le kyste et remettre du PRP, pourquoi pas. Il n'y a pas d'études. Du coup, sur les études, bon, je ne vais pas toutes les reprendre. Beaucoup d'études ouvertes qui disent que ça a l'air de marcher. Quelques études, en fait, comparatives sur plusieurs dizaines, voire centaines de patients chez des sportifs professionnels. À la fin, elles sont toutes discutables. Il y en a qui disent qu'on reprend le sport un peu avant, d'autres pas trop avant. Des fois, on reprend avant, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Donc, les gens qui sont pour le PRP, ils vont dire oui, on reprend avant et ça marche et je gagne quelques jours et ça favorise la cicatrisation. Et je suis sûr que plus tard, ça va diminuer le risque de récidive parce que c'est bénéfique. Et celui qui n'y croit pas, il va dire non, mais en fait, tes 3 jours de reprise plus précoce, c'est complètement placebo, l'étude a été mal faite. On n'a aucune preuve sur le risque de récidive et ça ne sert à rien. Très sincèrement, moi qui ne vois pas les gens en urgence et qui vois peu de lésions musculaires, en fait, j'en fais pas. Il n'y a pas de perte de chance à pas en faire en tout cas. Donc ça, c'est discutable. Ça, c'est une première petite étude. Alors là, moi, j'ai dirigé la thèse de Simon Ray, qui était mon interne il y a quelques mois. Il a retéléphoné à tous mes patients entre 2016 et 2019 qui ont eu du PRP. Du coup, il y avait 5 lésions ostéochondrales du don du talus qui évoluaient depuis 4-5 ans, enfin depuis plusieurs années. Ils faisaient du sport en charge dans 4 sur 5. Ils ont tous eu de la rééducation. Il y en a 3 sur 5 qui avaient eu de la visco. Et puis après, on a tenté les PRP. Il y avait 60 gonarthroses. Sur les gonarthroses, un peu pareil. Alors là, ça a évolué. Non, là, ça a évolué depuis un peu moins de 4 ans, 3 ans. 80% de sportifs. Moi, j'ai vraiment une population de sportifs. Enfin, sport en charge. Parce que du coup, sport en semi-décharge, en gros, vélo, c'est 20%. Du coup, c'est que des sportifs. 20% de vélo et 80% foot, course à pied. C'est presque la moitié de trailer quand même aussi ici. Et du coup, 80% ont eu de la visco. Ils ont tous eu la rééduc. J'avais des tendinopathies rotuliennes, j'en avais que 6. Pareil, on fait travail excentrique, onde de choc. Les aponevrosites plantaires, bon, on a toujours pareil, des sportifs. Est-ce qu'ils ont eu des infiltrations? 30% sur mes aponevrosites plantaires avaient eu des infiltrations, que 30%, si je puis dire. C'est un recrutement un peu particulier. Les tendinopathies d'Achille, il y en avait combien? Bon, un peu plus. 37. 37, ça a évolué depuis 3 ans. Donc des tendinopathies d'Achille qui évoluaient. Je fais travail excentrique, onde de choc. Et puis, ils ont tous eu de la rééducation. Voilà. Et du coup, on aboutit à quoi? On aboutit à… Alors, l'intérêt de cette thèse, c'est qu'on voit qu'on a un suivi à 6 mois, à 12 mois, mais après, on ne sait pas. Et alors, moi, j'ai un suivi après 12 mois, plutôt à 2 ans, 3 ans. Et c'est pareil, je fais une injection. Au bout de 3 mois, je regarde si ça ne va pas bien, je fais une deuxième, voire une troisième. En gros, il y a 10% des gens qui en ont 3, 30% qui en ont 2 et 60% qui en ont 1. La douleur, ça nous fait ça. Par exemple, alors, on les fait un par un parce que du coup, tout est mélangé parce que je ne me suis pas trop embêté puis j'ai repris la thèse. Les lésions ostéochondrales du don du talus, je vous rappelle, ils sont 6. En fait, ils avaient bien mal depuis au moins 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. Du coup, au bout de 6 mois, ils ont quand même moins mal, à 2,5. Et là, pour le coup, la rééducation, pas sûr que ça marche. Et à 1 an et demi, 2 ans, ils n'ont pas. Enfin, en gros, ça va mieux. Et c'est pareil, ils faisaient 1 heure de sport et en moyenne, ils font 5 heures de sport. En gros, d'ailleurs, je les connais. J'ai un triathlète compétiteur, je l'ai vu, j'ai dit ça va, il faisait des podiums, il continue à faire des podiums. Il m'a dit ouais, mais bon, je suis quand même moins fort parce que du coup, maintenant, j'ai eu un enfant et voilà, au lieu d'être 3e, il fait toujours 3e, mais en gros, il n'est pas content de son temps. Lui, il a plus mal. Mais je lui dis, mais ça va? Il dit ouais, mais bon, j'ai plus mal, mais voilà. Mais j'ai vu, il était pas. Il voulait être plus rapide, quoi, mais globalement, il ne faisait plus de triathlon, il boitait. Enfin, non, il ne faisait plus de course à pied en triathlon. Il ne pouvait plus courir. Il y avait un homme d'entreprise, il bossait plus de 100-120 heures par semaine parce qu'il fondait son entreprise et il boitait. Du coup, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus aucune douleur.
Alors, quelqu'un, tiens, il a eu un gros accident de moto et il était agent immobilier, il boitait. Et maintenant, il refait du sport. Je crois un peu tranquillou, mais en mode, je sais plus, tennis, footing. Enfin, vraiment, et du coup, ils refont du sport. Chacun vraiment tout le sport qu'ils veulent. Ils n'ont plus trop mal. Les gonarthroses, bon, on a vu que c'était efficace sur la littérature. Du coup, on retrouve à peu près ça. Et entre 6 mois et 12 mois, ça ne s'aggrave pas. Et mes gonarthroses qui faisaient 3 heures de sport par semaine, à la fin, elles font 6 heures par semaine. En gros, elles refont leur sport alors qu'elles ne faisaient plus, quoi. Et pareil, avant, moi, j'ai bétonné la rééducation, quoi. Vraiment, j'ai tout donné, hein. J'envoie vers le bon kiné, on fait ça, on fait du vélo, on fait de la muscu, on fait tout. Et à toute fin, quand on ne peut plus, bah, on dit OK, on fait du PRP. Vous avez compris ce qu'il faut faire en rééduc. Et puis, du coup, voilà, limite, on est fatigué de répéter la rééduc, quoi. Donc, ça, c'était un peu l'intérêt. Les tendinopathies rotuliennes, ça n'a pas changé grand-chose. Les tendinopathies d'Achille en rouge, pareil, ça s'est bien amélioré quand même. Au bout de 2 ans, ils ont mal à 1,5. Ils ont pu reprendre leur sport. Et les aponevrosies plantaires, ça a marché beaucoup plus rapidement que 6 mois, quasiment parfaitement. Et j'ai la plupart de mes patients qui sont carrément soignés. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, ça peut être relativement intéressant. Ici, c'est vrai que, bon, alors ici, je fais en hospice 2 jours. Du coup, les gens, ils ne payent pas. Du coup, je recrute tout le monde, pas que les riches ou pas que les motivés. Après, à La Réunion, c'est très particulier. C'est sûr que ce n'est pas la métropole. Et puis, en gros, ce n'est pas le foot américain des États-Unis. Et puis, ce n'est pas le rugby ou le foot de la France. Et on a quand même des trucs qui… Enfin, moi, je bétonne à fond tous les autres traitements avant de proposer le PRP. Et après, je rajoute juste du PRP, je dis bonjour, au revoir. Et puis, du coup, je regarde ce qui se passe. Et là, clairement, ça marche. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est mon produit? Est-ce que c'est Arthrex? Est-ce que c'est le fait qu'il soit à La Réunion? Je ne sais pas quoi. Mais clairement, maintenant, quand j'entends pas mal de médecins qui disent non, mais ça ne marche pas, bah non, en fait. Pourquoi j'ai fait ça, je dirais, cette thèse, c'est que, ouais, si, il y a un truc qui marche là-dedans, ils vont mieux, quoi. Et c'est dû après l'injection, quoi, moi, à mon avis. Voilà. Donc, en gros, c'est un gros potentiel de régénération. Ça a peu d'effets secondaires. L'amélioration, c'est sur plusieurs semaines. Ce n'est pas à court terme. Encore quelle modalité d'injection, quel type de PRP, on ne sait pas trop. Pas d'anti-inflammatoire, pas de corticoïdes, pas d'anesthésique locale. Sur les gonarthroses, peut-être les sujets jeunes sportifs, mais c'est quand même très discutable. D'ailleurs, moi, j'ai repris mes propres patients. Je les ai regardés à la loupe, voir si les fémoropatellaires ou les arthroses avancées, c'était moins bien. Ce n'est pas du tout moins bien. J'ai même vu des patients qui avaient les 2 genoux, où c'était même plutôt l'inverse que ce que je pensais, où ils ont eu, par exemple, un côté fémorotibial, un côté fémoropatellaire, et ça a marché sur le fémoropatellaire. Et j'avais un patient, il avait un côté très avancé et un côté pas avancé, et ça a marché sur l'arthrose avancée. Du coup, chez le même patient qui avait 2 genoux atteints, c'était l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Du coup, maintenant, même les fémoropatellaires l'arthrose avancée, je n'hésite pas. Mais j'hésite franchement, ce n'est pas contre eux. Alors vraiment, je me fais un peu violence à me dire, mince, mais moi, je vais voir que des sportifs parce que j'aime bien soigner les sportifs ou c'est dû à moi et tout. Je me dis, non, mais les gens sédentaires et tout, il n'y a pas de raison. Et j'essaie d'insister pareil. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Du coup, je sais que ça ne marche pas. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça ne marche pas. Sur les tendinopathies, donc tendinopathie chronique, qui résiste à rééducation conventionnelle, plutôt pour les fissures, les ruptures partielles. Après, lever des facteurs causaux, conflit os-tendon, et ensuite de travail excentrique. Voilà. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions, des remarques, des contre-attaques? Moi, j'arrive jamais à comprendre. Tu dis qu'il y a de la régénération, en même temps, tu dis que ça ne reconstruit pas le cartilage et j'ai du mal à faire la synthèse de ces 2 choses-là. Bon, en gros, dans l'articulation, c'est un organe vivant. Ouais. Du coup, c'est le bout de l'os sous-chondral. Au-dessus, tu as du cartilage. Autour, tu as la membrane synoviale avec des cellules. Et dedans, tu as du liquide synovial. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as mal et que ça gonfle et que tu as de l'arthrose? C'est que les cellules ne sont pas des bonnes cellules. Elles ne fonctionnent pas bien. Du coup, les synoviocytes, elles ne font pas du bon liquide dans l'articulation. Du coup, l'acide hyaluronique qui est dans ton articulation quand tu as de l'arthrose, il est en plus petite quantité, de moins bonne qualité. L'acide hyaluronique, il nourrit le cartilage. Le cartilage a certaines propriétés biomécaniques. Il n'y a pas vraiment de fibres nerveuses. Il y a des fibres nerveuses un peu dans la membrane synoviale, un peu peut-être dans l'os sous-chondral. Et du coup, quand tout ça, ça ne fonctionne pas bien, la cellule, elle ne fonctionne pas bien. Elle t'envoie du liquide quand il y a une mauvaise contrainte mécanique parce qu'elle ne réagit pas bien. Ça fait gonfler. Ça stimule les fibres nociceptives. Et puis voilà. Et à force,
le cartilage qui n'est pas bien nourri va faire des petits trous. Il n'y a pas de rapport entre les trous et la symptomatologie. Du coup, toi, tu injectes des facteurs de croissance qui sont des signaux cellulaires. La cellule fonctionne mieux. Elle met du bon liquide, ça gonfle bien, ça fait moins mal, mais il n'y a aucun rapport avec le trou. OK. Du coup, on se fiche du trou. Les radiologues nous servent. Mais, et les patients, il faut leur expliquer que ce n'est vraiment pas le trou qui change les choses. Ouais. D'ailleurs, il y a 50% de gonarthrose chez 50 ans, de gonarthrose radiographique. Heureusement qu'il n'y a pas 52 gens. Et puis même, je prends toujours l'exemple, maintenant je suis content, le champion du monde d'athlète de 90 ans, il n'y a plus du tout de cartilage. Il a sur les genoux, en gros, il a un os sous-chondral, des gros ostéophytes, plus de cartilage, rien du tout. Et il est champion du monde, parce qu'il est Saint-Pierrois, il est champion du monde 90 ans là. Les gars, ils s'enchaînent, ils font une semaine. Il y a tous les pas vieux, mais un peu moins jeunes que la moyenne. Ils courent ensemble, ils vont au championnat du monde. Mais du coup, tu vois, tu as l'Australien, tu as l'Américain et tout. Et je ne sais plus, mais ils font 5 ou 6 compètes. Ils font 400, 800, 5000, 10 000, semi-marathon et marathon. Et je crois qu'il y a un jour où ils font 2 compètes. Et après, ils font un jour par compète et peut-être un jour de repos sur 7-8 jours. Et après, comme ils connaissent, c'est toujours les mêmes. Hein. Depuis 90 ans, il n'y en a pas un milliard sur Terre. Ils connaissent leur temps perso. Et du coup, par exemple, l'Australien, je dis n'importe quoi, il va mettre 3 heures et le Français, il va mettre 3h30. Bon, alors, en gros, quand ils prennent la ligne de départ, on sait déjà en gros qui va gagner, sauf s'il arrive un problème. Et du coup, les champions du monde, alors lui était champion de. Du coup, bon, c'est pas du secret médical, c'est de la performance. Ça, c'est Larcher, hein, c'est docteur. C'est Christian Larcher, ouais. Il avait 88-89 ans et maintenant il a 90 là. Mais bon, avec le Covid et tout, je ne sais pas s'il a participé. Mais d'ailleurs, en fait, alors ce qui était rigolo, il est parti à un moment au championnat du monde et vu qu'il a le temps personnel, on va dire, allez, je ne sais plus sur le. Qu'est-ce qu'il y a, semi-marathon, marathon. Il a le meilleur temps personnel, largement supérieur, genre à 10 minutes parmi le dans sa catégorie, là, c'était plus de 85 ans. Quand il est parti, en fait, il a pris la ligne de départ. En gagnant, il y avait déjà les résultats où ils avaient déjà mis son nom qu'il avait déjà gagné. Ils avaient préaffiché les résultats. Et il a vraiment gagné, ouais. Et il est champion du monde de plusieurs choses entre ce que je viens de te dire. Il faut regarder, tu regardes sur Google. Alors, il est gentil. Et du coup, il court là à Casabona. Et alors lui, du coup, j'ai vu ses radios. Il n'y a plus de cartilage, je pense, super. Mais il a pas mal. Il y a pas mal, ouais. Mais non, en fait, tu ne compenses pas. Tu as pas mal, tu n'as pas de maladie. Tu n'as plus de cartilage, mais pas de cartilage, ça fait pas mal. Il n'y a pas à compenser. Il y a les os, ils tapent, et puis les os, ils tapent. Ça fait rien. Enfin, si, ça fait qu'il est en bonne santé. Il fait du sport. Et les os, ils ont cette forme-là. Ouais. Non, alors lui, il a commencé. En fait, c'est parce que du coup, c'est à l'adolescence. Tu fais ton stock à l'adolescence, après, tu perds peut-être un peu moins. C'est un homme, mais il a commencé à 55 ans à courir, je crois. Du coup, ouais. Et puis après, bon. Voilà, en visioconférence, avez-vous des questions? Voilà, je vais donc arrêter l'enregistrement.